Bonjour. La communauté des Braves vous propose en accès libre cet épisode de son podcast Brave Talks, normalement accessible exclusivement aux membres. Bonne écoute. Bonsoir à tous les braves et les bravettes, comme on dit, il me semble que c'est ça. Bienvenue sur ce nouveau Brave Talk, émission spéciale ce soir, car nous allons parler de la Norvège. Et pas de n'importe quelle façon, car celle-ci nous sera contée par notre ami Timothée Vorgens, qui s'en revient de ce beau pays où il a effectué un séjour que j'aime à appeler hors du guide, c'est-à-dire loin des habituels programmes touristiques. Avant de commencer, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir dans un premier temps par écrit dans la section commentaires sous le post annonçant l'émission. Puis ensuite, à la fin de cette dernière, nous prendrons un temps pour répondre à vos questions, et ça de façon verbale. Donc là, il vous suffira juste d'appuyer sur le bouton pour demander la parole, et nous vous l'accorderons. Bien, alors je vais commencer par présenter nos deux intervenants du soir. En premier lieu, nous avons l'initiateur de ce Brave Talks. J'ai nommé Timothée Vorgen, récent auteur du livre Légitime Préférence, publié par la maison d'édition norvégienne Legatum Publishing, il me semble que c'est ça, si je prononce bien, et que l'on peut retrouver aussi sur le canal Telegram @Légitime Préférence. Bonsoir à toi, Tim, comment vas-tu ? Je vais très bien, bonsoir et merci de l'invitation. C'est avec un grand plaisir. Très content d'être parmi vous, de pouvoir enfin partager cette expérience, ce voyage. Ouais. Oui, plaisir de t'avoir, cher ami, plaisir de t'avoir. Donc, on rappelle, c'est bien, tu es l'auteur de l'ouvrage Légitime Préférence. Je confirme. Voilà, édité par Legatum. Donc, c'est la maison d'édition norvégienne, c'est bien ça ? Oui. Donc, il y a peut-être un petit lien entre les deux, on verra ça plus tard dans l'histoire. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce livre pendant qu'on y est ? Vas-y. Oui, bien sûr. D'autant que je retravaille dessus pour la version augmentée. Et donc, qui va sortir en audio et puis donc en livre hardcover, enfin en livre physique, quoi. Le livre, donc Légitime Préférence, c'est en gros la volonté de répondre à la montée de la haine anti-blanc, de la globalisation de l'hostilité envers les Blancs. Et plutôt que d'y répondre à une échelle locale, ce qui me semble pas approprié, je me suis posé la question, est-il possible de concevoir quelque chose qui parle à tous les Blancs, qui soit une sorte de dénominateur commun? Et si la réponse est oui, dans ce cas-là, quel nom pourrait-on donner à cette idée? À quoi ça ressemblerait? Et la légitime préférence désigne cette idée, en fait. Et au fond, maintenant que le livre a été écrit depuis plus d'1 an et demi maintenant, je dirais que l'idée, c'est de synchroniser les Blancs autour de ce dénominateur commun qui est, au fond, la nation que l'on a au fond du cœur, au fur et à mesure que les nations administratives, enfin les nations qui nous ont donné notre carte d'identité, s'affaiblissent au fur et à mesure qu'elles pâlissent et qu'elles renoncent à défendre notre identité. Eh bien, je fais le souhait que la légitime préférence grandisse en contrepartie et devienne plus forte. D'ailleurs, je précise que plus qu'un simple livre, tu as donc créé le canal @Légitime Préférence où tu continues, en fait, tu étends cette réflexion de manière, on va dire, régulière, quotidienne peut-être, Oui. où tu continues de réfléchir dans cette direction. Donc c'est plus qu'une idée sur le moment, un ouvrage ancré dans une période précise, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Oui, en fait, on est nombreux à avoir, parmi les gens qui se sont réveillés, on est nombreux à avoir perdu nos anciens amis. Et donc, c'est important de retrouver une deuxième société, ou alors même une deuxième famille à travers la légitime préférence. Et donc, oui, il faut des lieux pour ça, pour se retrouver. Ce canal en est un. Parfait. Telegram. Voilà. Parfait. Écoutez, donc comme je l'ai dit, c'est @Légitime Préférence. Je vais en profiter pour le mettre dans la section commentaires. Comme ça, les auditeurs pourront voir où ils peuvent intervenir. Le premier commentaire, donc c'est @Légitime Préférence pour ceux qui veulent rejoindre le canal de Timothée Vorgens. Ils seront les bienvenus. Je te remercie. C'est parfait. Et ensuite, je vais présenter mon camarade Ubi, responsable de la section Norvège des Braves. Et surtout, j'ai envie de dire, parce que c'est le principal, papa pour la 4e fois. 4e mini Ubi, comme nous l'avons surnommé.
À nouveau, félicitations à toi. Eh bien, bonsoir, Ubi, comment vas-tu? Ben, bonsoir, bonsoir. Ça va bien. Heureux d'être avec vous ce soir. Heureux d'être papa. La vie est belle. Les D'accord, poches aussi sont vides, mais simple et... la vie est belle. Ah ben ça, je veux bien te croire, je veux bien te croire. Donc toi, tu es brave de Norvège. Ça fait combien de temps que tu es en Norvège? Depuis 2012, donc ça Bah, fait un 12 petit ans, moment, hein. bientôt 13, ouais. Mhm. Donc tu Ouais. connais bien ce pays. Alors toi, tu es dans la partie, est-ce que tu veux donner peut-être un peu plus de détails sur la région? Parce qu'il y a quand même plusieurs régions. On en avait parlé, toi et moi, en privé, à l'époque où j'avais une ville en particulier dans mon objectif, dans ma ligne de mire, on va dire. J'avais appris qu'il y avait le Boknal en norvégien et qu'il y avait aussi un autre, c'était Le Nynorsk. voilà, Oui. le Nynorsk qui est dans la partie nord. Donc il y a plusieurs régions. Toi, tu es dans la région Boknal, c'est ça? Le norvégien Boknal. Non. Non, pas du tout. Ok, j'ai donc rien compris. Oui, il y a plusieurs régions et il y a plusieurs langues. Donc le bokmål et le nynorsk, ce sont deux langues officielles. On va dire Mhm, que si on devait faire un parallèle avec la France, ce serait un petit peu comme s'il y avait, comme à l'époque, le Languedoc et la langue d'Oil, mhm, avec finalement personne qui parle exactement ces langues-là, mais des dialectes plutôt. Donc, Languedoc, il y avait pas mal de dialectes qui ressemblaient, qui étaient basés sur le latin. Du coup, un patois roussillonnais ou un patois occitan, ils se comprenaient en parlant chacun leur langue. Euh, mhm. Ils le font encore d'ailleurs sur, et en Norvège, c'est un peu ça. Donc, on a le bokmål, qui est surtout toute la région d'Oslo et le sud, et le Mhm. nynorsk, qui, lui, donc c'est le néo-norvégien, qui est un langage formé à partir des anciens dialectes, qui se retrouve surtout parlé à l'ouest et dans le nord. Et donc, moi, je suis à l'ouest. Ouais, je sais pas si c'est... D'accord. je suis à Ouais, l'ouest. ouais, mais Euh, après, tu Dans la précises région, que dans la région, enfin, donc à l'ouest, c'est là où on trouve tous les fjords et donc tous Mhm. ces paysages absolument à couper le souffle norvégien, avec ces bras de mer qui s'enfoncent, les montagnes abruptes. Ah oui, mais ça, les images où on voit ces espèces de mini-villes dans Mhm. les fjords, des choses comme ça, c'est tout simplement, oui, à couper le souffle, c'est vraiment magnifique. C'est du Euh, surréalisme. ouais, moi, je me souviens quand j'avais commencé à apprendre le norvégien avec cette atroce application Duolingo, il y a que le Boknol. Boknol, comment tu prononces? Bokmål, la langue des Bokmål. livres. La langue des livres, c'est les, Ah bah Bok, ouais, d'accord. ouais, voilà. C'est les Danois, en fait, qui ont. Il y a eu une alliance pendant plus de 400 ans avec les Danois, parce que la peste noire a ravagé complètement la Norvège. Tous les Mhm. érudits y sont passés. Du coup, c'était un petit peu mort, la Norvège. Et en fait, pour avoir un semblant d'administration, ils se sont mis avec le Danemark pour que le Danemark s'occupe du pays, quoi. Donc, il y a eu une D'accord. alliance et le bokmål, la langue des livres, c'est à peu de choses près du danois, en fait. Alors, par contre, ayant pris le temps d'apprendre un peu l'islandais, euh, enfin le norrois plus ou moins, on va dire, je reconnaissais quand même des mots, hein. Mais Mm. ils expliquaient que le norrois, c'était un peu le latin de la région nordique, hein. C'était un peu la base. Enfin, Oui, on commence quand même, enfin, on voit des liens entre, même quand j'avais posé mon regard sur le finlandais aussi, je retrouvais quelques liens avec le norrois. oui, oui, C'est marrant. absolument. Même avec depuis que j'ai appris le norvégien, bon, ben, du coup, que ce soit le danois ou le suédois, ben, je comprends ces langues-là. Mhm. Et même si on va lire du néerlandais, eh ben, l'air de rien, on retrouve plein de mots, alors peut-être écrits légèrement différemment, mais en fait, on voit que la racine est la même, etc. Du coup, on comprend. Et pareil, l'anglais, je peux parler anglais, chose qui m'était très difficile auparavant. Et, Ouais, mais moi j'ai appris l'anglais enfin pas en premier, j'ai appris l'allemand en premier et ensuite l'anglais quand j'étais plus jeune. Du hmm, coup, j'ai un peu plus d'intérêt, de facilité pour les langues nordiques, hmm, effectivement. hmm. Ça me semble beaucoup plus évident à parler que des langues latines.
Donc, pour moi, c'est assez complexe. Eh ben, écoute, en tout cas, merci pour toutes ces informations. On reviendra vers toi pour des précisions, hein. Il faudra, quand ce sera nécessaire. Je rappelle aussi que ça avait été posté sur le canal des Braves Vérifiés, mais je vais le reposter ici. On avait mis en place une cagnotte pour ton mini Ubi. Je vais mettre le lien ici même pour ceux qui veulent participer, puisque voilà, tu as eu besoin d'un peu de sous, donc le soutien des Braves. Merci beaucoup. Et merci énormément à tous ceux qui ont déjà donné. C'est juste magnifique, quoi. Voilà. Ouais, on a la naissance du petit et en même temps des problèmes financiers. Du coup, on saute sur l'occasion pour sortir la cagnotte et voir si... On a voulu voir si on pouvait recevoir de l'aide et beaucoup de monde a répondu. Et franchement, c'est touchant. Bon, merci beaucoup à tous ceux qui ont... Voilà, donc je repartage parce qu'elle est pas terminée la cagnotte. Et puis moi, comme je t'avais dit, j'ai pas encore donné. J'attends d'être payé, hein, parce que travailler dans des trucs subventionnés, on n'a pas tout de suite son salaire. Et puis voilà. Bon, allez, on va commencer. Ah, ça va être parce qu'on traîne, mais le héros du soir, c'est le petit Tim qui est parti et qui va nous conter ses pérégrinations. Donc, on va commencer. J'en profite pour saluer Arthur Josso, Yuri, Oriane et JKI, majuscule, qui sont venus, puisque c'est vrai que c'est une heure un peu inhabituelle pour les Brave Talk, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Merci de votre présence, les amis. Puis, je vous rappelle que vous pouvez intervenir dans la section commentaires. Je lirai vos commentaires et éventuellement, je poserai les questions à ce moment-là. Mais sinon, vous pouvez attendre la fin de l'émission pour poser vos questions de vive voix. Alors, commençons les aventures de petit Tim en Norvège. Tim, c'est à toi. Donc, tu es parti dans ce pays du Nord, ce pays d'ailleurs qui fait partie de la Scandinavie, cet été, c'est bien ça, en août? Oui, c'était début août, voilà. Exactement. Eh bien, la piste est à toi. Alors, en fait, l'aventure a commencé assez vite puisque je suis parti donc en voiture. J'ai pas voulu faire d'avion. Déjà, j'aime pas ça. Et puis ensuite, je voulais voir un petit peu cette partie de l'Europe que je connaissais pas assez. Donc, j'ai tout simplement traversé partie de la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. En soi, le trajet était déjà une partie de l'aventure et je crois qu'une des premières choses qui m'a marqué, en tout cas pour les gens qui sont sensibles à la Scandinavie, c'est que quand on arrive au Danemark, il se passe quelque chose. Pour tout dire, je commençais à avoir un petit peu le spleen parce que mes enfants me manquaient. Ça faisait déjà 2 jours que je roulais et je n'aime pas particulièrement conduire. Et j'avoue que j'avais un début de spleen. Je me disais, bon, c'était quand même dommage parce que j'étais censé partir avec ma famille et finalement, ça ne s'est pas fait. Bon, bref, je passe sur le pourquoi. Et du coup, psychologiquement, c'était moins confortable de faire ce long trajet tout seul, alors que je m'attendais à le vivre avec les enfants, avec mon épouse. Mais bref. Et du coup, en arrivant au Danemark, donc près de Kolding, là où j'ai fait ma première étape, il s'est vraiment passé un truc qui m'avait saisi la première fois que je suis allé en Norvège il y a 10 ans exactement. C'est que, en fait, je ne sais pas si c'est dû au paysage ou à quelque chose d'impalpable, mais tout change. Les visages ne sont plus les mêmes. La langue, évidemment, n'est plus la même. Parce que je me suis arrêté dans une station-service. J'ai une passion pour pas particulièrement les stations-service, mais les lieux un petit peu comme ça où on va se restaurer sur la route. Enfin, pas de rencontre, mais... Alors moi j'aurais l'image presque, tu sais, du resto-route à l'américaine où il y a la femme qui peut servir du café. Ça c'est un truc que j'aimerais bien expérimenter au moins une fois dans ma vie. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ces lieux-là qui sont des carrefours en fait. Ouais, voilà. Exactement. C'est là où tu viens prendre la température. C'est là où tu vois changer les visages. Et entre Scandinaves et Allemands, c'est imparable. Hein. Les pays scandinaves sont infiniment moins remplacés. Et donc, on le voit à la population, entre l'Allemagne, où c'est catastrophique, et le Danemark, la différence, elle est absolument nette. D'accord. Et puis, donc, je me suis arrêté en fait d'un coup. C'est là que j'ai réalisé que j'étais en Scandinavie, parce que le paysage changeait, il y avait beaucoup plus de bouleaux. C'est un truc magique des forêts de Scandinavie. C'est la présence des bouleaux qui se mélangent avec les conifères. Et ça change l'ambiance d'un paysage. Et donc, dans cette station-service, là où j'ai mangé ma
ma saucisse en À la Scandinavie. Reisewurst ou la currywurst. Voilà. Bah, c'est déjà très présent en Allemagne, mais en Scandinavie, c'est un peu plus une institution, j'ai l'impression quand même. C'est D'accord. vraiment omniprésent, quoi. Et moi, c'est mon 3 étoiles, quoi. Tu vois, je veux dire, tu m'invites dans un 3 étoiles, je décline, quoi. Je préfère aller dans ces lieux. Et voilà, là, à partir de là, le charme opère. Et arrivé à Kolding, donc qui était ma première étape, éblouissement total, fin du spleen. Tu veux, la Scandinavie, c'est quand même le royaume de la beauté et de la simplicité. C'est vraiment le mariage entre les deux. Les choses sont et puis surtout les choses sont fonctionnelles. Les gens sont calmes, tout est fonctionnel et ultra simple. L'architecture, tu vois, pareil, aucune ville n'est étouffante. Quand tu es à Oslo, par exemple, capitale de la Norvège, il n'y a pas de building. Tu es dans une ville où rien ne t'étouffe. Donc, Kolding, c'est encore plus vrai parce que c'est une petite ville. Et comment dire, la vie respire vraiment. Tout est à échelle humaine, tout est, j'allais dire, mignon, mais oui, c'est un peu ça, quoi. Donc, je raconte quand même cette étape parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que je suis arrivé dans un petit hôtel que j'avais réservé, un hôtel. Alors, je crois que c'était Sports Hotel, un truc comme ça. Et à nouveau, j'étais charmé parce que, si tu veux, tu retrouves, que ce soit dans la chambre ou dans les salles de sport qui étaient mises à disposition, tu retrouves ce côté scandinave où tout est hyper fonctionnel, tout est très bien pensé, tout est simple et en même temps, ce sont des pays qui sont avec une faible densité de population. Et donc, ça te donne un luxe incroyable. C'est la sensation de bénéficier d'un pays qui a vraiment... t'as l'impression que ce sont des lutins qui l'ont construit, quoi. Et tout y est hyper pratique et en même temps, c'est faiblement peuplé. Ce qui fait que tu as cette impression que tout est disponible, accessible, simple. Il y a jamais ce phénomène d'engorgement. Voilà, l'antithèse, ce serait une terrasse à Paris où tout le monde, absolument tout le monde est serré, pressé les uns contre les autres. Il n'y a pas de place. L'espace disparaît à Paris. Et en Scandinavie, c'est vraiment l'inverse, quoi. Tout respire, quoi. Donc ça, c'est un des premiers effets magiques de la Scandinavie, c'est cette sensation d'être à l'aise. Sensation que tu peux retrouver d'ailleurs en plein centre de Bergen. Donc là, cette fois, c'est la deuxième plus grande ville de Norvège, où à nouveau à 18h, qui est quand même une heure où il y a de l'affluence, où tu t'attends quand même à du bruit au minimum, le niveau de calme de Bergen, deuxième plus grande ville de Norvège, est équivalent à celui de mon village, pour situer les choses, quoi. Le niveau de silence, le niveau de... Ouais, enfin vraiment, le mot calme n'est pas une expression, c'est un luxe. Vraiment. Mélange de beauté, de calme et puis voir que tout fonctionne, quoi. C'est vraiment. Tu changes de dimension. À titre comparatif, moi je parlerai de ce que j'ai vécu en débarquant en Islande. C'est la même chose, c'est un choc. Surtout que moi j'ai fait Londres, Reykjavik. Et passer de Londres à Reykjavik, déjà, tu te dis que c'est l'aéroport national d'Islande, tu as l'impression que c'est un aérodrome. Ouais. La seule différence, c'est que tu as des Boeing de National Geographic, par exemple, des choses comme ça. Et ça rejoint ce que tu dis, les arbres en moins, tout simplement. Les arbres en moins, puisqu'il n'y a pas d'arbres là-bas. Mais effectivement, il y a une véritable sensation de calme dans ce genre de pays. Donc, je vois à peu près la description que tu veux donner. Ouais, c'est vraiment saisissant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est hypnotisant. Et alors, plus fort encore à Hirtshals, qui est la ville du bout du Danemark, qui est donc la ville portuaire depuis laquelle tu prends le bateau pour la Norvège. Et donc, c'est une ville, une petite ville à nouveau, de pêcheurs et puis de départ de bateau, on va dire. Et là, pareil, tout est saisissant, quoi. C'est vraiment une ville du bout du monde. On peut peut-être ajouter pour ces villes, il y a une omniprésence de la nature, de la forêt. Et quand on est en Norvège, il y a toujours un bras de mer, puisque la plupart des villes sont construites le long de la mer. Et du coup, on a aussi ces grandes étendues d'eau. Je mentionne pas tout de suite la Norvège parce que ça, si tu veux, la Norvège c'est presque trop, quoi, en fait, en termes de beauté naturelle. Mais je pense que c'est important de parler rapidement quand même du Danemark parce que c'est un pays qui, moi, m'a absolument enchanté.
Et comment dire, le côté éblouissant de la nature est déjà très présent au Danemark. Et quand tu arrives, je vais passer un petit peu sur le trajet. Quand tu arrives en Norvège, donc par le bateau, ça se fait d'ailleurs étonnamment vite parce que le bateau va quand même assez vite et vers les environs de minuit, 1 heure, on est déjà arrivé pas loin des côtes norvégiennes. On part à 8 heures du soir. Et après, on va remonter de Larvik jusqu'à Bergen, ce qui fait quand même une bonne grosse moitié du trajet. Et là, il y a ce côté orgie de beauté naturelle. Ouais, en fait, tu dis, mais c'est trop, en fait. T'as même pas le temps de tout savourer. C'est éblouissant est vraiment le mot où tu te dis, mais en fait, tes yeux ne suffisent pas. Et tu as envie de te tourner partout pour vraiment mémoriser un maximum de ces tableaux, quoi. Parce que en Norvège, beaucoup de choses se présentent sous la forme d'un tableau. Tu as vraiment envie de cadrer, de peindre ou de prendre une photo pour savourer pleinement le lieu. Et, et ouais, je trouve que par rapport au Danemark, qui est vraiment, moi, m'a énormément plu, la Norvège fait cette sensation de presque trop. Donc, D'accord, presque trop. Mais dans un sens positif quand même. oui, dans un sens positif. Mais si tu veux, en fait, quand tu arrives, déjà, il faut, je renchéris sur ce que disait Ubi, la mer, faut prendre une carte, faut regarder sur Maps, la mer pénètre tellement profondément dans la terre que tu te dis, mais en fait, il y a pas vraiment de terre, quoi. Moi, quand je suis allé la première fois en avion, tu survoles, tu te dis, mais attends, mais je comprends pas. Sur quoi on va se poser? Ouais, oui, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. Quand tu Là, survoles et que tu vois un paysage qui parfois est lunaire, ouais. Mais là, pour que les gens on n'a pas comprennent, si tu veux, l'habitude. pour comprendre le niveau de pénétration de la mer dans les terres, tu es à, je sais pas moi, tu te mets, on va dire, pas près de Nantes, mais de Saint-Nazaire, et l'eau va au minimum jusqu'à Orléans, pour donner une idée. Mhm. Donc, je veux dire, voilà, le fjord est complètement le fjord le plus grand de Norvège. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en a un qui a l'air immense et qui part de pas loin de Bergen. Mais, enfin, je veux dire, il faut simplement prendre une carte, bien que la carte soit pas le territoire, pour se rendre compte de l'omniprésence de l'eau. Et donc, quand on passe en bateau, c'est assez fascinant parce qu'on rentre dans un corridor, on ne s'en rend même pas compte sur la carte, et on a de la terre des deux côtés. On se dit, mais alors, mais attends, mais c'est où la Norvège, quoi, finalement? Mais c'est vraiment saisissant. Oui, Quoi. mais tu as ce genre C'était- de sensations étranges aussi, effectivement, quand tu es dans ces bras de mer, quand tu es dans les fjords, et que Hmm. tu as les ferries on va dire, pour de voyageurs qui arrivent. Et c'est vrai que tu as l'impression d'avoir des immenses buildings qui rentrent, qui pénètrent dans la nature. En fait, c'est super étrange parce que ces bras de mer deviennent très étroits parfois. Mhm. Et tu as cette espèce de sensation d'un bateau qui est à la fois sur terre et sur mer quand tu regardes vue du sol. C'est étrange Ouais, c'est comme vrai. sentiment. Hein. Ouais, c'est Il vrai. y a Bah, quelque chose aussi qui, à mon avis, vient rajouter aussi une sensation, comment dire, qui vient impressionner encore plus. C'est-à-dire, on part du Danemark, qui est relativement plat, et quand on arrive en Norvège, il y a le relief qui se rajoute à ça. Il y a des montagnes, beaucoup de montagnes. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Le Danemark te Alors là, donne l'impression d'une mise à plat de la beauté scandinave, alors que la Norvège, c'est complètement ça. Hein. C'est-à-dire, quand tu la regardes de haut, quand tu vas par exemple sur le mont Ulriken, sur les hauteurs de Bergen, où tu vois, je posterai quelques photos, voire quelques films sur les hauteurs du mont Ulriken. Et là, on prend vraiment la mesure. Au fur et à mesure qu'on monte, on voit des paysages magnifiques. Et à un moment donné, quand on est vraiment tout en haut, et qu'on voit tout ce que l'on domine, là, c'est vraiment à nouveau une claque, mais d'un autre genre, parce que la hauteur nous donne une toute autre perspective et on redécouvre à nouveau l'omniprésence de l'eau, la façon dont les reliefs sont infiniment découpés et le relief est vraiment un truc propre à la Norvège. Je ne sais pas si la Suède possède des choses aussi marquées ou l'Islande. C'est omniprésent. l'Islande, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment la terre des volcans. Mhm. Et il y a un côté plat et, en fait, de toute façon, toute la vie se fait sur les côtes aussi. Mais moi, ce qui m'avait traumatisé, c'était la notion de distance qui était complètement faussée. C'est-à-dire que tu regardes une espèce de colline, tu dis, bon, bah, elle est pas loin, et en fait, tu roules une demi-heure avant de l'atteindre, ou des choses comme ça.
C'est extrêmement étrange. Mais c'est un monde à part. C'est un monde à part. C'est pour ça que. Il n'y a pas de fjord, non, en Islande? Si, il y a les fjords du Ah ouais? Nord. On a aussi. C'est pour ça que j'expliquais le bateau. On a des fjords plutôt vers le nord. Donc on a cette espèce de bras bizarre au nord-ouest. Et puis aussi au nord-est, on en a quelques-uns. Pour la Suède, après, je crois que c'est moins contrasté que la Norvège. On a beaucoup, beaucoup plus de forêts et de lacs. Et donc on va dire une certaine monotonie, mais ce serait osé de dire monotonie, mais un petit peu. En Norvège, on va avoir plusieurs régions qui vont quand même se différencier, quoi. Au nord, on va avoir beaucoup, beaucoup de forêts. Le long de la côte ouest, on a tout un tas d'îles, c'est morcelé complètement. Donc sur l'ensemble du pays, un petit peu plus de contraste. Après, je ne sais pas s'il y a des fjords aussi en Suède. Je pense que non. Non, je pense pas. Eux, ils sont plutôt intérieurs on va dire. Non, il y a des lacs. Ouais, beaucoup de lacs, beaucoup de grandes forêts. Moins qu'en Finlande, mais ouais. Les ours qui viennent en Norvège, ils viennent souvent de Suède. Bravo, hein. Pour qui ils se prennent, hein? Il y a des loups en Norvège également. Ouais, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Ils sont surtout en Suède du coup, et on va les retrouver donc dans les zones frontalières, quoi. C'est vraiment une géographie qui est très étrange. On va dire Norvège et Suède, on se demande comment ils se sont répartis cette géographie, parce que quand on regarde, on peut comprendre la partie sud de la Norvège avec Oslo et tout, mais après tout ce bras de mer qui monte jusqu'au nord, et puis c'est quoi, Nordkap ou des choses comme ça, c'est super étrange comme découpe de terre, la Norvège. Ouais. Les autres, c'est plus logique. Finlande et Suède, c'est beaucoup plus logique. Vraiment, la Norvège, c'est assez mystérieux, cette espèce de long bras de mer. Alors, le truc amusant, c'est quand je me suis rendu chez Ubi au départ de Bergen. Donc, du coup, j'avais séjourné quelques jours chez Tor et Rasmussen, donc mon éditeur. Et ami, je pars retrouver Ubi, et à un moment donné, la route s'arrête net vers une petite jetée, quoi. C'est même pas un port, vraiment. Et là, je vois un ferry et pas d'alternative, quoi. C'est vraiment there is no alternative. Et là, je me dis, ah merde, j'ai pas du tout anticipé. Ah putain, non, je m'attendais à un truc compliqué, faut réserver, machin et tout. Et je me retrouve comme ça dans la file d'attente avec toutes les voitures, puisque en fait on est poussé par la circulation finalement, et on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. Et là je descends du véhicule, j'arrête mon véhicule dans la file d'attente, et je vais voir le jeune homme qui s'occupait d'enregistrer les voitures ou je ne sais quoi. Et je lui dis, il y a un petit souci là, j'ai pas du tout prévu ma traversée. Du coup, j'ai pas de billet, j'ai pas de ticket. Le mec il me fait un geste d'un air de dire, non mais cool, ça va. Mais vraiment tranquillement, quoi. Il arrive vers ma voiture, il scanne la plaque, il me tend un truc pour payer. En gros, c'était 6 € la traversée. Là, j'avais ma carte à la main, alors je paye, il fait, et voilà. Ah putain, mais comment dire, voilà, en fait, pour résumer un petit peu la mentalité, la première fois que je suis allé en Norvège, c'était une autre situation, mais qui vaut la peine d'être racontée. C'est quand on montait avec l'Oslo Pass sur un des bateaux qui permettait de visiter une île attenante à Oslo. Et là, je donne mon Oslo Pass pour monter sur le bateau, parce que ça permet d'aller dans le métro, ça donne accès à pas mal de trucs. Je crois qu'on peut même rentrer dans des musées. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. C'est très bien conçu. Et je monte à l'intérieur du bateau, je lui tends mon pass, puis il me regarde, il me dit, mais pourquoi vous me le présentez? Si vous montez, c'est que vous l'avez, non? Ah ouais, c'est vrai. Autre aspect de la Norvège, la confiance. Donc, organisation et degré on appelle ça le capital social, je crois, ou en tout cas de niveau de confiance entre les gens, mais qui défie l'entendement, quoi. Défie l'entendement. C'est vraiment. Enfin, j'aurais d'autres anecdotes à ce sujet, mais juste pour poser le décor, voilà. Ça donne l'impression que rien ne va être compliqué. Il faut oublier le côté démarche administrative complexe. Voilà. Bref. Ouais. C'est marrant ça. Mais ça fait plaisir aussi, ce genre de choses. Ça fait plaisir quand les choses sont simples.
sans réellement prise de tête. Je reviens à moi, mon expérience scandinave qui est l'Islande, où eux, leur credo, on va dire, ou leur devise, c'est prononcé à l'islandais, serait Thetaredast, ou Fetaredast, si on veut la prononcer salement, mais ça veut dire, ouais, ça va bien se passer. Voilà. En gros, leur devise, c'est ça, c'est bien se passer, vous inquiétez pas. Oh, c'est bon, vous inquiétez pas. Ils sont très comme ça. Oh, ça va bien se passer. Voilà. Et c'est vrai qu'on ressent ça un peu dans les pays du Nord où, voilà, ils se posent pas trop de questions. Ils partent du principe que t'es pas un marchand de tapis, quoi, que tu vas pas leur faire à l'envers. Donc Ah oui, bah alors les attends, relations sont beaucoup plus simples. dans ce cas, j'ai une autre anecdote qui s'est passée donc en arrivant à Hirtshals avec donc tu arrives avec ton véhicule et avant de monter dans le bateau, moi en gros français angoissé, je vais vérifier que mon billet était bien en règle et tout allait bien. Bon là pour le coup j'ai bien fait. Tu vas comprendre pourquoi je vous relate cette anecdote. Je monte donc dans les bureaux en fait de la société qui s'occupe de gérer les comment dire les voitures qui montent dans le bateau quoi, dans le ferry. Et là, la fille, très jolie, très gentille d'ailleurs, qui me dit, ben en fait, vous avez bien votre place, mais par contre, votre voiture, vous allez la laisser là. Et je dis, bah non, pas du tout, non. Je pars en Norvège avec ma voiture. Elle me fait, bah non, il n'y a pas sur votre ticket, il y a, enfin, la place de votre véhicule n'a pas été enregistrée. Et là, je lui dis, mais non, mais moi, j'ai payé pour ma voiture. Je vous assure. Et là, le côté, alors je sais pas comment tu l'as dit en islandais, mais le côté, bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais, Alors là, je l'ai bien senti. Parce que la nana me dit, bah ouais, mais le problème c'est que l'acheter le jour même, bon, évidemment c'était en anglais, hein. Elle me dit, le problème c'est que si vous l'achetez le jour même, ça va être 600 euros. Ah, waouh, ok, 600 euros. Mais pour le retour, ce sera un peu moins cher, ce sera 400 euros. Je dis, parce que le retour non plus, il n'est pas enregistré. Elle me fait, ah non, non, ni l'aller ni le retour. Donc je vous déconseille la société Omio, O-M-I-O, pour réserver vos billets de train. Vous la prenez jamais. Voilà. Parce que j'ai payé et en fait mon véhicule n'était pas enregistré. Voilà, donc société qui doit être espagnole ou je sais pas quoi. Enfin bref, t'as envie d'oxyre des gens quand tu découvres ça quoi. Et là la fille me dit bah ouais je suis vraiment désolé. Donc je tends ma carte bleue. Elle fait très rapidement le truc. Hein. Franchement c'était en France il y en avait pour 3 quarts d'heure. Et là en 3 minutes elle me dit bon bah voilà c'est bon. Je lui tends ma carte bleue et elle me regarde d'un air de dire elle regarde derrière elle si son patron ou sa patronne n'était pas là, puis elle me dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je la regarde, je dis mais économiser 600 balles, bon, ça fait plaisir. Hein. ah mais non mais non mais je te jure, elle me dit mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et moi j'étais là mais comment ça elle fait, c'est bon, allez tu t'en vas. Je fais oh putain comment on dit merci beaucoup en danois mais vraiment super merci beaucoup. Oh non, mais je te jure. Et en plus, non, voilà. Enfin, le côté, comment dire, ce mélange de confiance et de gentillesse, c'est un trésor, quoi. Quand tu reviens en France et que tu vois que tout ça n'est pas présent, tu sens bien tout ce dont on manque vraiment. C'est un Alors, par très haut contre, degré de civisme. on est encore au Danemark, j'ai l'impression, donc on va avancer. Ouais. Avancer, J'avais reculé d'une case. Parce que là, t'as même reculé de plusieurs cases. T'as fait un grand bond parce qu'on était vers Bergen. Hein, on était dans les fjords de Norvège et d'un seul coup, on s'est retrouvé au Danemark. Donc, c'est le jeu de loi, non? Voilà, on est de retour en Norvège. J'ai fait un petit. Voilà. Avançons. Ah ouais, non, parce que si t'es parti, de toute façon, tu m'avais prévenu hein, dans le briefing, tu m'avais dit ah ouais, mais il va falloir me cadrer, donc je te cadre. Donc ça suffit. Donc, oublie le Danemark. Maintenant, c'est terminé. Hein. Pour relier les deux là, par rapport à ça, moi j'ai vraiment un sentiment incroyable qui est en France. On appelle une administration. C'est affreux. T'as l'impression de faire chier la femme ou le gars quoi. T'as l'impression de les faire chier et qu'ils n'ont pas le temps pour toi, rien du tout. En Norvège, ça ne m'est jamais arrivé. Les gens sont heureux derrière le téléphone. C'est incroyable. Cette différence semble assez insignifiante et pourtant, ça change tout. Parce que dès qu'on a besoin d'appeler quoi que ce soit, qui que ce soit, où que ce soit, la personne fait son boulot, elle vous répond, elle est contente. On appelle un service client, on rigole avec la personne au téléphone, ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, ce que tu dis est assez parlant, effectivement. Quand j'avais, alors, je sais plus, c'était pour partir pour Bucarest.
Je ne sais plus quelle compagnie j'avais. Je crois que c'était la Lufthansa. Parce que je devais aller jusqu'à Munich, après Munich, Bucarest. Et alors, c'est pas de l'administration, mais quand tu appelles l'assistance en France, c'est insupportable. On a l'impression déjà qu'il n'y a qu'une seule personne. Ça met des heures à répondre. Ça met des heures à comprendre ta question. Ça met des heures à chercher ta réponse. Et tu l'as jamais. Et je me souviens, moi, c'était pour expliquer. Je dis, bon, bah écoutez, moi, je voudrais savoir un truc. C'est que j'ai que mon sac à dos. Et après, on a le droit à une valise cabine. Moi, je veux savoir, j'ai les dimensions du fly de ma guitare. Est-ce que ça passe en valise cabine? Parce que ça m'était arrivé pour l'Écosse ou pour l'Islande, justement, j'ai pu passer la guitare en valise cabine. Il n'y a qu'en France où ils m'ont forcé à la mettre dans les bagages. Et donc, t'appelles la France. Donc, déjà, c'est le fort accent africain rend les choses assez compliquées pour interagir avec cette personne. Et en plus, derrière, c'est vraiment m'expliquer, ah non, mais écoutez, c'est pas possible, mais une fois à l'aéroport, si vous tombez sur quelqu'un qui est pas trop regardant, vous pourrez peut-être passer votre guitare. Genre, limite, il fallait que je lui graisse la patte, tu vois, je lui file 50 balles et puis c'est bon, je peux rentrer en cabine. Donc, ni une ni deux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le service en anglais. Et là, on m'a répondu en 5 minutes. J'ai posé ma question, j'ai donné les dimensions. Et la personne m'a répondu, c'est bon. Voilà, je le note sur votre dossier et voilà. La France, à ce niveau-là, c'est insupportable. Insupportable. Administratif ou même assistance téléphonique. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Ubi et ce que tu viens de dire à l'instant, c'est une perte immense de ne pas pouvoir bénéficier de ce niveau de civisme, ce niveau de cordialité, de bonne humeur et d'apaisement général. Je confirme que dans tous les endroits où je me suis rendu, je ne garde globalement que des souvenirs de ce genre en Norvège. Je vais pas en faire une anecdote à chaque fois, mais la seule fois où je me suis senti en danger en Norvège, c'est lorsqu'un islamiste, couteau à la main, s'est mis à hurler, mais à hurler comme un fou furieux à Oslo, à la sortie d'un kebab dans un quartier un peu remplacé. Alors, remplacer en Norvège, ça ne veut pas dire remplacer comme en France. Hein. À nouveau, le très faible taux de densité de population fait que même le remplacement norvégien, moi j'entends des gens des fois me dire oui, mais la Norvège, tu sais, c'est pareil que la France, c'est remplacé. Non, attendez, sortez-vous cette idée de la tête. La version norvégienne du grand remplacement n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle le grand remplacement en France. Hein. C'est toute la différence entre une tape sur l'épaule et un coup de poing dans les dents. Hein. Donc voilà, la seule fois où je me suis senti en danger, c'est quand un fou d'Allah s'est mis à péter un câble, couteau à la main. Je me demandais s'il allait tuer quelqu'un. Enfin, on s'est tous demandé ça d'ailleurs. Mais tout le reste, c'est d'un niveau... Enfin, comment dire? En gros, le niveau de bonheur, tout simplement. Le niveau de bonheur est incomparablement plus élevé dans ce petit paradis du fait de la combinaison entre la nature, la beauté environnante, en fait, joue un rôle immense. Hein. C'est évident que ce soit la beauté, la simplicité d'architecture, et puis la beauté majestueuse de la nature, plus l'attitude des gens, le fait que les choses soient fonctionnelles et bien pensées, ça crée un niveau de bonheur qui est... Bah, le contraste est vraiment douloureux quand on revient en France, mais c'est bienfaisant, mais infiniment, quand on arrive, quoi, vraiment. Cette histoire d'islamiste, là, à Oslo, du coup, c'était il y a 10 ans, c'est ça? Ouais, exactement. Hum. Exactement. Ouais. Un éclat dans la rue d'un coup, terrifiant, vraiment. Là, on s'est dit, petit rappel à l'ordre sur certaines réalités. Et oui, parce qu'on oublie trop facilement. Hein. On oublie trop facilement quand on se pose, comme c'est la sérénité que l'on cherche et qu'on la trouve très rapidement dans les pays du Nord. Étrangement d'ailleurs, parce que c'est quand même des pays où les conditions météo peuvent être parfois, plus tu vas dans le Nord, de toute façon, plus c'est compliqué. Tu as même t'as une partie qui est dans le cercle polaire, donc ça veut dire 6 mois de nuit, 6 mois de soleil. Et pourtant, après, je sais pas trop, hein, parce que je suis jamais allé dans le cercle polaire, mais effectivement, tu as toujours ce côté plus calme, plus serein que l'on recherche et dont on a besoin. En fait, c'est ce à quoi on aspire. Pour faire un parallèle avec, tu disais, avec le niveau de remplacement de la France, les Maghrébins en France
eux sont dans un conflit permanent, en fait, ils ont du mal à comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils foutent la merde aussi facilement que ça en France, c'est que l'Européen ne cherche pas le conflit. Vraiment, on cherche à avoir des choses apaisées, des relations simples, en fait. Et tu vois tout de suite la différence. Oui, en fait, dans un premier temps, ce qu'on recherche, comme tu dis, c'est relations apaisées, simples, mais très vite, tu peux te rendre compte qu'au-delà de ça, ce qui devient accessible dans ces pays, lorsque tu es dans un environnement un peu préservé, parce c'est vrai qu'à Oslo, il y a un moyen de se retrouver dans des endroits désagréables, disons. Oui, c'est Rien la à voir avec ville Paris. la ville où ils veulent aller tous. C'est-à-dire que si jamais ils ont atterri dans une ville, dans un village, dans un coin perdu en Norvège, ils vont vouloir ensuite partir vers la capitale, vers Oslo. Donc, ils le veulent tous, hein, de toute façon. Quand on les met dans les campagnes, ils pètent des plombs. Hein. Ils comprennent pas. Campagne, quel que soit le pays, ils veulent pas vivre en campagne. Ce qui les intéresse, c'est la grande ville, en fait. Parce que pour eux, retourner à la campagne, ce serait comme s'ils n'avaient pas quitté leur pays, même si c'est un niveau de vie qui est hautement plus élevé. D'ailleurs, j'avais lu quelque part que c'était pas un pays scandinave, c'était la Finlande qui était le pays le plus heureux en Europe. Ouais, je suis la Norvège autrefois, mais ça, c'est souvent Suède, Norvège, Finlande. Ouais. Ça vacille entre ces trois-là en général. Voilà, bien que tu peux te taper 6 mois de nuit, quand même. C'est déprimant. J'avais discuté. J'avais bossé à Rovaniemi, il y avait un mec qui disait bon, je te préviens, si tu viens bosser ici, tu sais, il va y avoir 6 mois de nuit, hein, faut l'encaisser. Parce que j'avais un Espagnol avant, il a pas donné suite. Quoi. La nuit, qui est omniprésente, enfin qui est quasiment continue pendant l'hiver. Même moi, là où je suis, au plus profond de l'hiver, on va se retrouver avec un jour extrêmement court de 4 heures à peu près. Okay. Donc ça, c'est avant que ça tourne à nouveau. Les changements sont assez marqués. Hein. On voit quand les jours s'allongent, c'est vraiment de jour en jour, on le remarque, quoi. Et l'été, du coup, on a des journées. Oui, vous avez le soleil de minuit là, dans ta région. On a juste 3-4 heures de nuit. Et d'ailleurs, vu que je suis paysan, j'ai dû bosser, semer mes plantes. Semer mes graines à temps. Du coup, j'ai bossé toute la nuit sur mon tracteur et j'ai pu vivre, éprouver vraiment le soleil de minuit, puisque finalement, même, il a commencé à noircir. Il n'y a pas eu vraiment de nuit, c'est vite redevenu le jour. J'ai eu besoin d'allumer. Ouais, le soleil se couche pas complètement, c'est-à-dire qu'on voit encore un peu un bout du soleil à l'horizon. Ouais. On voit sa luminosité qui nous parvient quand même, et du coup voilà. D'accord, bon, on va revenir quand même. Même à 1h du matin, il y avait du soleil, c'était chouette. Ouais, mais ça, la première fois que tu vois le soleil de minuit, c'est marquant, effectivement. On a l'énergie aussi. Il est 2h du matin et. Ouais. Bon, revenons à Tim. Tim, tu n'es pas retourné au Danemark entre-temps, tu es toujours en Norvège. Avançons. Non. Qu'est-ce que je pourrais aborder, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Bon, après, il y a des petites choses marrantes, parce que comme j'ai séjourné plusieurs jours chez Tore Rasmussen avec sa compagne. On rappelle que Tore est le président de Legatum Publishing, ta maison. Ouais, c'est le responsable de Legatum Publishing et de Vox Machina. Donc là, voilà. Donc et du coup, ce qui est pas si fréquent, parce que pénétrer dans l'intérieur norvégien n'est pas évident. Beaucoup de gens qui vivent en Norvège disent avoir du mal à se faire des amis norvégiens. Ça peut être dû à plusieurs raisons, mais je ne veux pas les aborder maintenant. Moi, globalement, ce que j'ai constaté, c'est que les Norvégiens étaient très faciles d'accès. Il y avait une grande gentillesse, une grande facilité à parler. Et moi, mon expérience est assez différente de ce qu'on voit très souvent sur les forums avec j'arrive pas à me faire des amis, mais bon, bref. Comme je connaissais déjà Touré d'avant, qu'on a une connivence idéologique qui fait que voilà, du coup, j'ai pu vivre avec eux. Alors, anecdote marrante, c'est au niveau des repas.
la Boostify norvégienne, c'est quand même quelque chose, quoi. Le le truc qui m'a marqué, quoi. Mais je m'en fichais, hein, c'était pas, comment dire, je n'y vois pas de problème. Mais quand je les ai vus faire leur tartine avec des petites cracottes type Chris Prolls, là, un petit peu, sur Ouais. laquelle ils mettaient de la mayonnaise, puis du fromage, mais un fromage norvégien sucré, caramélisé, puis des taillons de pommes, et me le tendre en disant, tu veux goûter? J'avais envie de dire, mais vous savez, des fois, je critique la France sur certains aspects, mais il y a quand même un gros truc qui s'appelle la bouffe. Et Ah, mais là, on est très bon en bouffe en France. Mais moi, j'adore ces moments-là. J'adore ces moments-là quand on vient et quand on me propose de la bouffe typique du pays. pareil, pareil. C'est souvent en plus, je juge un pays à son petit déjeuner. J'aime Ah ouais, beaucoup alors me là, taper des petits déjeuners locaux, en ouais, plus ça ouais. avec les locaux, vraiment pour comprendre. Mais attendez, vous bouffez quoi au petit déj? Ah, C'est vraiment ça qui m'intéresse moi souvent. ah oui, bah là, c'était vraiment une expérience. Moi, tu me diras ce qu'ils mangent au petit-déj en Islande, mais là, ça m'avait surpris parce que ils alternent entre des Chris Prolls broyés dans un lait fermenté et puis leur tartine, mais à tous les repas, c'était leur tartine mayonnaise, fromage sucré, pommes et petites cracottes. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais leur faire des crêpes bretonnes. Alors là, c'était waouh, c'est un chef étoilé en fait. Ça Ah m'avait bah, fait rire. d'accord. Bon, enfin bon, c'était des moments Moi, ça me fait drôles. penser à la première fois où j'ai goûté un truc, c'était en Allemagne quand j'étais gamin. On m'avait fait goûter compote de pommes et galettes de pommes de terre. Vraiment, Ah la première ouais, fois que j'ai vu ça, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Enfin, non, quoi. Et puis, j'ai goûté, ah, j'ai trouvé ça très bon. Et ouais, je sais plus où est-ce que j'étais. C'était Stuttgart, peut-être. ah ouais. Euh, et en fait, après, en passant, on va dire, en errant dans la ville, tu voyais les magasins qui proposaient ce genre de truc, en fait, à emporter. C'est-à-dire que tu avais ton emballage avec ton petit tas de compote de pommes et puis tes petites galettes de pommes de terre avec. Enfin, c'est ouais, bon, l'Allemagne, quoi. Ouais, ouais. Alors après, au niveau gastronomique, il y a quand même un truc. Moi, je suis absolument fan de la saucisse géante scandinave, mise dans un tout petit pain. Ouais, la currywurst, non? C'est un peu à l'allemande, ça, non? Comment ça s'appelle? Voilà, Ubi voilà. va Mais nous dire. Ubi. ouais, voilà, c'est ça. Mais franchement, en plus, il y a un magasin mythique à Bergen, dans le quartier de Bruggen, où c'est une petite échoppe en bois peint, et t'as une foule tous les soirs, quoi. Ouais, bah juste à côté du marché de Bergen, quoi, le célébrissime marché de Bergen, où avec Je vois lequel son c'est. crabe, Ouais. son crabe des neiges à 250 € le kilo, véridique. Hein. Et à côté, donc, tu as ton magasin de saucisses. Et moi, franchement, enfin, voilà quoi. Si j'habitais à Bergame, j'y serais soir et matin. C'est vraiment un de mes plats préférés, quoi. Vraiment. Ah, mais ça donne envie. C'est Ah oui, vraiment oui. Et quelque puis, chose que j'adore. et, Goûter le pays. et voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Tu vois, j'insiste un petit peu parce que moi, j'ai refait le trip station essence et lieu un peu prolo avec des ouvriers qui mangent et tout. Je suis très sensible aux intérieurs, la façon dont c'est agencé. En Scandinavie, c'est vraiment, enfin, c'est tout ce que j'aime, quoi. Vraiment, t'as l'impression d'être dans un cocon avec des gens du cru et qui mangent leur sandwich et t'es dans la vraie vie des vrais gens. Il y a rien au monde que j'apprécie plus que ça. T'as l'impression d'être dans un film, ou plus précisément d'être dans un rêve, au sens où tu as rêvé ces moments, tu t'es projeté dedans, et puis là, tu les vis enfin. Il y a un truc vraiment fort qui se produit, et manger ce que mangent les gens au quotidien, ça crée un effet un petit peu de communion, donc j'y suis très sensible. Ouais, mais c'est la première fois que tu rentres dans un supermarché, dans un pays étranger, Mm. tu as perdu toutes tes marques parce que tu as tes habitudes Ouais, françaises. Donc ouais. tu découvres les noms des marques, les produits, tu vois ce qui se vend au rayon frais, tu te rends compte de ce qu'il y a à disposition. C'est très parlant, ce genre de choses, très parlant sur la mentalité d'un pays. Ouais. Oui, et puis la facilité des sourires, les visages des gens, quoi, la façon dont tu peux, tu vois, l'aisance que les gens ont ou pas à te regarder dans les yeux, à te rendre un sourire. Ça, et notamment, alors un truc vraiment appréciable chez les jeunes femmes, quand tu vois si le fameux eye contact peut se faire, comment il se fait, s'il est vraiment cordial, et franchement, moi j'ai trouvé ça super important. Si vous avez entre 20 et 30 ans, que vous êtes célibataire et que vous cherchez un pays qui ne soit pas la France, où vous pourriez voilà, faire une rencontre ou vous expatrier, ne pensez pas que aux pays de l'Est, qui sont évidemment des coins super et que je connais peu, mais les pays du Nord, en termes de rencontres,
il faut le dire, quoi. Les femmes norvégiennes sont éblouissantes, mon Dieu, quoi. Voilà, je veux dire, on parle beaucoup des beautés de l'Est. N'oubliez pas les beautés du Nord, quoi, parce que c'est illégal, quoi. C'est illégal. Franchement, voilà. L'échelle 5 sur 10, 10 sur 10, c'est plus vraiment la même dans ces pays-là. Non. Mais oui, mais là, non, mais non. Franchement. D'accord. Ah oui. Non, franchement. Et puis, d'une manière générale, les Norvégiens sont plutôt beaux. Je n'ai pas vu de gens obèses avec un physique, tu vois, qui se laisse complètement aller, un physique un peu dégueu. Globalement, la moyenne est très au-dessus de ce qu'on trouve en France, je trouve. Les gens, font beaucoup de sport, tout simplement. Mais vraiment, marcher dans la nature. On parlait de la nature plus tôt. Les petites balades du soir. Ici, parfois, c'est une petite balade, c'est une petite randonnée en réalité, quoi. Ouais. C'est tu vas te balader, donc tu montes le chemin là, le long de la forêt, puis tu redescends. Voilà, tu t'es baladé, mais pour un Français, c'était une petite randonnée. Ouais, vraiment, ça c'est pas du tout une légende. Hein. Globalement, il porte mieux que. Balade, des fois, c'est un tour de 2 heures, quoi. Ouais, carrément. Ouais, et puis je pense que l'équation, le rapport entre vie pro et vie perso me semble beaucoup plus équilibré. J'ai l'impression qu'à partir de 16h30, globalement, la journée est finie et les gens sont tous occupés à faire autre chose. Voilà. Après, ça change complètement. Moi, je pourrais plus jamais retourner en France, ne serait-ce qu'à cause de ça, les horaires de travail, de vie, pour étudier, c'est pareil. Quand je vois mes enfants, que je repense à moi, le temps que j'ai passé à l'école, perdu, des journées entières perdues, parce que tu pars le matin, tu rentres à la maison, c'est quasiment 7 heures. Ici, mes enfants, le lundi, le plus jeune, il rentre à midi, l'autre, il rentre à 2h30. Voilà. Et les jours normaux, donc c'est 2h30, 3h à peu près, l'heure à laquelle ils arrivent, déposés par le bus en bas de la maison. Voilà. Moi, j'ai pas vécu ça, quoi. Et c'est pareil. Pour le boulot, tu pars le matin, tu rentres, t'as fini vers 3h. Du coup, l'heure du repas, un petit peu bizarre pour nous. Français, enfin moi je me suis habitué, mais on mange le repas du midi entre 3h et 5h. Et voilà, donc la journée est organisée avec l'horaire du matin et l'horaire de l'après-midi. Ceux qui ont le matin, ils travaillent du coup du matin jusqu'à 3h. Et ceux qui ont l'horaire de l'après-midi, ils partent travailler vers 1h dans ces eaux-là et ils rentrent le soir vers 8-9h. Donc on a une demi-journée pour soi-même. Ça change tout. Ouais, mais ça, c'est des choses qui ne marchent qu'avec la bonne volonté des gens. Ça marche qu'avec la mentalité d'un pays comme ça. Ça peut pas marcher dans d'autres pays. Par exemple, moi, je vois pas la Roumanie fonctionner comme ça. Clairement. C'est vraiment culturel et en fonction du peuple, quoi, ce genre de choses. Totalement faisable. Moi, je sais qu'à une époque, c'était pas comme ça. Et puis, ils ont décidé, au fur et à mesure que le pays a évolué, de fermiers. Il y a eu quasiment toute la population était composée de fermiers à la base. Puis au fur et à mesure que le pays s'est développé, ils ont dû poser l'idée que peut-être que ce serait plus productif et mieux aussi pour la vie de répartir le travail de cette manière-là, d'organiser tout de cette manière-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a donné ce résultat qui est vraiment, vraiment bien, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais envie de poser la question, que ce soit à toi, Ubi, et à Tim aussi. J'avais eu un élève une fois qui m'avait vanté l'avance technologique qu'il y avait en Finlande. Il était resté 1 mois, il a dit que c'était incroyable, il y avait ci, il y avait ça. Il me décrivait des trucs pour recharger son téléphone ou des choses comme ça. Je crois que c'était même des trottoirs qui rechargeaient, qui utilisaient l'énergie pour recharger des trucs, enfin des choses comme ça. Où est-ce qu'on en est par rapport à la Norvège? Est-ce qu'ils ont un côté très technologie, ils adorent ça ou pas? Moi, j'ai pas vu de. Je sais que ça existe, ça. Je l'ai vu quelque part sur Internet. Ce que tu dis là,
C'était quoi? C'était des passages où on passe avec la voiture, ça recharge, je sais pas quoi. C'est vraiment pour illustrer mes propos, mais disons, est-ce que la Norvège en elle-même est un pays qui a pris une certaine avance dans la technologie? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, si le niveau de vie est élevé, on a la technologie, tout ce que les Français, tout ce qui effraie les Français avec un numéro d'identité unique qui permet de centraliser pour l'administration, une identité numérique, voilà. Ce genre de choses qui fait très peur en France, elle existe en Norvège, c'est en place. Et vous n'avez pas idée à quel point ça rend les choses faciles. Ouais, ils l'ont mise en place. Moi, je l'ai, l'identité numérique avec la Poste, je crois. Mais toi, Tim, alors, en Norvège, hein, pas au Danemark, hein, en Norvège, quelle est ton expérience avec... Est-ce que tu as été confronté à des situations où tu dis, oula, attends, technologiquement, ils sont en avance, c'est le futur, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe? Ouais, alors très simplement, mais même, oui, donc on n'a dit pas, pas au Danemark, mais en Norvège, très simple, tu n'as jamais de problème pour capter Internet. Même en faisant tout le trajet de Bergen jusqu'à là où habite Ubi, je n'ai jamais eu de perte d'Internet. Même aussi dans les tunnels, quand le tunnel est vraiment profond. Mais autrement, c'est hallucinant. Moi, chez moi, c'est la catastrophe, mais pas seulement chez moi. Quand je voyage en France, c'est simplement catastrophique un petit peu partout. Un petit peu partout. Tu as des zones où tu dis, ah tiens, je capte. Mais globalement, c'est sans commune mesure. Ah oui, et tu vois là où j'habite, j'ai la fibre. Les tables à côté de chez moi, elle a la fibre. Les vaches, elles ont la fibre. Ah oui, non, mais c'est clair. Les cochons de Ubi ont plus de réseau que moi. Ah oui, carrément. Ok, mais je vois. Il y a aussi les voitures. Au niveau des voitures électriques, il y en a énormément. Et je suppose, je ne sais pas si tu l'as remarqué, enfin, le nombre de Tesla, par exemple, ou de Porsche électriques, j'en vois tous les jours. Moi, je vois des Porsche tous les jours. Les voitures sont... c'est du dernier cri. Tout est du dernier cri, quoi. Clairement. Le nombre de Tesla, j'en vois au minimum une dizaine par jour. Je sais pas comment c'est en France, mais c'est là où il y a le plus de Tesla. La Norvège, j'ai halluciné. Tu vois Tesla partout, partout. Et toutes les campagnes sont hyper développées. Ça, c'est une des caractéristiques de la Norvège. Il n'y a pas de village à l'abandon comme en France où tu as l'impression que tu es dans la cité de Minas Tirith. Tu sais, le truc du Seigneur des Anneaux, là où les trucs tombent en ruine, t'as des dragons qui sortent. Moi, je pense que bientôt en France, on va avoir des dragons sortir des vieilles maisons en ruine. on voit déjà les orques. Des orques. Voilà, j'ai envie de dire, bon, les dragons, c'est peut-être un moindre mal. Gobelins aussi. Ouais. C'est les orques et les gobelins qui font chier, mais... C'était plutôt ça, ouais. Mais jusqu'où, d'ailleurs. Pardon, vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Non, mais juste pour dire, déjà en Norvège, dans les campagnes, il n'y a pas ça, c'est-à-dire c'est localisé dans quelques villes les problèmes d'immigration, et puis les campagnes sont hyper développées, hyper développées. Je pense que on a plus de haute technologie dans un petit village comme celui où habite Ubi, qui est vraiment charmant, mais qui est magnifique. En plus, c'est incroyable. La beauté du site est époustouflante. Je pense qu'en plein cœur de Nantes, on est moins bien au niveau haute technologie. On est clairement moins bien. J'ai envie de dire, en Norvège, la technologie, ils sont partout, dans les campagnes et tout ça. Oui. Ah oui, faire une référence. Il y a une intervention développé uniformément et on n'a pas comme en France du coup ou dans énormément d'autres pays européens des campagnes qui sont mortes sans aucun service et tout va vers les centres urbains, quoi. On a je veux dire, je suis dans un coin presque perdu et donc d'un côté on a la technologie mais on a en même temps les services, l'hôpital est certes à presque 1 heure, mais on a une permanence des ambulances qui font des rondes. Il y a les hélicoptères aussi ambulanciers. J'ai envie de dire, ça, c'est un peu par la force des choses que c'est développé, c'est dans la mentalité, parce que c'est géographiquement, ce pays... c'est éclaté. C'est éclaté. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas très feng shui pour vraiment un urbanisme extrêmement développé.
puisque ce qui fait la beauté de la Norvège, comme on le disait, c'est de voir ces images de villages isolés dans des fjords. Voilà, on est encore dans la mentalité de village de pêcheurs. Donc cette espèce de solidarité et aussi d'assistance culturelle. Donc avec la nouvelle technologie, ça ne pouvait que se développer vers le mieux, selon moi. Tu semblais évoquer tout à l'heure le tarif de l'essence, c'était ça? Tu disais, par contre, c'est incroyable. Ah ouais, là par contre, faut être bien accroché, donc faut bien gagner sa vie, la Norvège. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser au niveau de l'habitat, c'est étonnamment peu cher de s'acheter une maison. Mais alors, c'est clair qu'il faut, voilà quoi, il faut assurer au niveau de l'essence, en revanche. Parce que je crois que là, c'était monté cet été, c'était à 2,40 ou 2,60, je sais plus. Okay. Donc, ça varie constamment. Des fois, et bon, forcément, c'est monté au moment où il y avait la guerre, où la guerre a commencé en Ukraine. Et on est en général aux alentours des 2,20 € dans ces eaux-là, quoi. Des fois, ça va en dessous et des fois ça monte. Quand tu es monté, tu as dit 2,60 €, c'est énorme. Ça, on l'a pas. C'est rare si jamais ça va à ce prix-là, quoi. Ça, ouais, on pas était... depuis très longtemps, mais c'est cher quand même, quoi. 2,20 €, c'est... Quand tu repenses à il y a 10 ans, quoi. Bordel. Alors, c'est un pays pétrolier. C'est un pays qui produit du pétrole. D'accord, ça je l'ignorais. Ah oui, il y a des plateformes pétrolières, il y a énormément de gens qui vivent du travail en mer sur les plateformes pétrolières. Du coup, beaucoup de paysans là du coin, relativement jeunes, ils ont à la fois leur ferme et en même temps ils partent pendant pendant les semaines sur la plateforme. 2 semaines, je crois que c'est. Et, ah oui, ils partent 2 semaines et après ils ont 3 semaines de libre. Ok. Coup, voilà. Et les caisses norvégiennes, du coup, sont nourries notamment par le fonds pétrolier, quoi. Par le Oljefondet. Ouais, le fonds pour le pétrole, quoi. Eh ben, on va quand même continuer un peu avec Tim. Donc, niveau technologie, tu as été... tu te dis, tu n'as pas perdu de réseau, ou même si tu es allé dans la pampa, comme on a envie de dire vulgairement. Mais moi, j'ai un peu vendu le truc hors du guide. Donc, dis-nous des choses qui sont un peu surprenantes. Par exemple, avec Toré, qu'est-ce que vous avez fait, puisque c'est ton éditeur. Est-ce qu'il a décidé de te montrer un peu des choses un peu underground, un peu... Quand je dis underground, c'est bien sûr, c'est large hein, dans le terme. Mais voilà, la vraie Norvège, qu'est-ce qu'il t'a montré? Non, en fait, avec Touret, on a, comment dire... On allait prendre un café chez Paul, d'accord. Exactement. Non, on a en fait simplement pu discuter avec plein de Norvégiens parce qu'ils les abordaient assez facilement. J'ai pu voir, alors, est-ce que c'est hors du guide? Oui, dans un sens, puisque j'ai pu voir aussi les mauvais quartiers de Bergen. La partie, on va dire, moche de la Norvège et qui se trouve être plus calme, plus cool et plus belle que les quartiers ordinaires d'une ville comme Angers, Tours, Nantes ou voilà. Donc tout est à échelle réduite du fait de la faible densité. J'ai pu discuter avec les gens de la rue du fait qu'ils les abordaient assez facilement et ça c'est vrai que c'est assez hors du guide dans le sens où un touriste ordinaire va pas trop pouvoir interagir facilement avec les Norvégiens et rentrer dans la conversation sur des sujets un petit peu touchy. Chose qui s'est passée avec Touret. Ok. Donc là, c'était déjà plus intéressant parce que la Norvège, si tu veux, hors du guide, comment dire, même en allant hors des sentiers battus, t'es quand même dans le guide puisque les gens veulent cette Norvège sauvage. Et souvent, ce que les gens vont te dire quand ils reviennent, c'est en revanche, je n'ai pas pu discuter avec les locaux assez facilement parce que c'est des gens qui sont quand même distants, prudents et surtout qui veulent éviter le conflit à tout prix. Donc, quand on parle de sujets touchy, eh ben en gros, tu peux pas en parler quoi. Et là, ça s'est fait. Lui, il n'hésitait pas. Alors, il avait mis sa sonnerie de téléphone Auslander House. Et il demandait pour déconner à ce qu'on l'appelle sans arrêt, histoire de faire sonner son truc. Voilà. Bref, du coup, on a pu discuter avec tout un tas de touristes, y compris des Américains woke sur l'ascension du mont Ulriken. C'était drôle parce qu'ils s'attendaient à trouver des Norvégiens hyper gauchistes et là, ils sont tombés sur le seul mec
d'ultra droite. Mais bref, en discutant avec les gens du quotidien un peu partout, que ce soit un agent immobilier, une nana qui tenait une brocante, des Norvégiens pas très riches aussi, j'ai pu voir ça, parce qu'on a souvent, on est souvent en contact avec des Norvégiens assez friqués dans la rue, quand on les voit, ils sont plutôt à l'aise. Et les Norvégiens, plutôt de conditions modestes, sont assez inaccessibles parce que parfois ils vivent dans des HLM ou des trucs comme ça, et on les voit beaucoup moins. Avec Touré, j'ai pu discuter avec eux, que ce soit des gamins qui bossaient dans l'équivalent de Lidl, donc ça va être quoi, c'est Bundespreis ou Kiwi Price, je sais plus. Tu me corrigeras, Ubi. Donc ça, c'était un peu la Norvège hors du guide pour moi, c'est le fait d'avoir accès à des Norvégiens du quotidien, parler avec eux. Moi, j'ai le contact très facile, donc j'hésite pas à discuter avec tout le monde. Et voilà, pour conclure, en gros, tordre le cou un petit peu à cette réputation que les Norvégiens sont inaccessibles, c'est très souvent dû au fait que le Français lui-même a un tempérament un peu de Parisien froid et ne se rend pas compte que c'est sa manière de parler qui l'empêche d'avoir ce contact. En tout cas, les Français ont une mauvaise réputation à l'étranger. Je pense, moi-même, quand je suis au travail, si je tombe sur des Français, la manière de parler, la manière d'être presque excité, je sais pas trop comment le décrire, comme s'ils étaient énervés, pas sûrs d'eux, etc., fait qu'il est assez difficile, voire presque désagréable de parler avec eux. J'ai envie de leur dire, mais détendez-vous. Il y a quelque chose de très étrange dans le Français qui visite à l'étranger. J'avais vécu ça quasiment dans tous les pays où je suis allé, puisque moi, mon truc, c'est de chercher les bars plutôt rock pour vraiment avoir une température de la vie nocturne, mais aussi de la vie sociale, puisque là, c'est là qu'on voit un peu... moi, je trouve que les gens qui écoutent du rock, du métal, des choses comme ça, sont vraiment des gens qui sont à mi-chemin entre deux mondes, puisqu'ils doivent concilier la vie sociale et leur passion dévorante pour cette musique. Donc, on a toujours des grands moments de vie dans ce genre de bar. Et on rencontre vraiment des gens très, très humains et très intéressants. Et à chaque fois, le français a très mauvaise réputation. Très, très mauvaise réputation. Comme j'ai de moins en moins, j'ai même quasiment plus mon accent français quand je parle anglais, ça met un certain temps avant de deviner d'où je viens. Alors, je m'amuse à les faire deviner. Et quand je leur dis que je suis français, souvent, on me dit « Ah ben attends, c'est pas possible, t'es sympa. » C'est assez hallucinant, ce truc. Et c'est arrivé sur, franchement, 90% du temps, quand j'ai fait deviner, les gens me disent « Mais non, c'est bizarre. T'es sympa. Non, t'es pas français. » Les Français ont vraiment la réputation de débarquer un peu tout leur est dû. J'ai un ami un ami que je m'étais fait à Tokyo. Et lui, il était resté plus longtemps que moi. Il y avait bossé et tout. Il y avait vécu. Il m'avait dit, mais une fois à l'hôtel, il y a des Japonais qui sont venus en disant, bon, voilà, on a des clients qui arrivent, c'est des Français, on n'arrive pas à les gérer. Est-ce que tu peux t'en occuper? Il va les voir. Et la première phrase que disent les Français quand ils voient arriver mon collègue, ils font, ah, enfin quelqu'un qui parle normalement. Voilà. C'est incroyable, tu vois. Alors, on peut pas faire d'un cas isolé un cas d'école pour dire c'est comme ça pour tout, mais on a quand même une très 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 mauvaise réputation, très mauvaise. Alors, je vais te dire, à Bergen, première fois que j'y suis allé, donc il y a 10 ans, j'étais avec ma copine de l'époque. On avait pris, comment on appelle ça, une auberge de jeunesse. On s'installe. Au bout de 2 jours, une équipe de jeunes Parisiens débarque. Des copains qui étaient venus, il y avait garçons et filles, qui étaient venus en bande. Ils s'installent dans l'auberge de jeunesse. L'ambiance se détériore instantanément. M'as-tu vu, arrogants, bruyants, irrespectueux au possible de tout, sans aucune intelligence sociale, ne comprenant pas que le lieu est, dédié au calme. En fait, même au petit-déj, tu voyais, on avait le plaisir d'apprécier le calme scandinave, voir comment les gens mangeaient, même des Blancs qui venaient de tous les pays. Il y avait des Néo-Zélandais, il y avait des Allemands, il y avait de tout, mais tu vois, des gens qui venaient vraiment goûter ce mix de calme, de beauté, etc. Et là, les Parisiens débarquent. Alors, entre 19 et 25 ans, quelque chose comme ça, mais quand même moyenne d'âge très 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 jeune et non mais catastrophique. Et moi à un moment donné, donc on avait fait une petite sortie pêche. J'avais ramené du poisson avec ma copine de l'époque. Et là je me dis tiens, ce que je vais faire, je vais préparer du poisson pour un peu tout le monde. Je vais faire du fish and chips.
maison, quoi. Donc je prépare mon poisson, je coupe la tête, machin, je le vide et tout. Et là, il y a une meuf du groupe de Parisiens qui va voir à l'accueil de l'auberge de jeunesse pour me dénoncer en disant que j'étais en train de préparer un poisson et que c'était une violence. Donc la meuf, elle était woke avant l'heure. Hein. C'était vraiment... Non, mais écoute bien, écoute bien. La meuf, elle va me dénoncer en disant, voilà, c'est inadmissible, il est en train de torturer un poisson, il le découpe et tout. Et ma copine elle écoutait en plus. Donc elle revient. Tu l'avais pas tué? Non, c'est bien sûr, il était mort. Il était mort. Non, mais je veux dire, on était, ah ouais, c'était stratosphérique. Et là, la fille de l'auberge de jeunesse lui dit, mais madame, ici c'est un port à Bergane et on mange du poisson. L'autre, elle était, non mais bref, enfin non mais j'ai appris ensuite ce que ça m'a été rapporté si tu veux. Et là tu te dis mais comment te dire, ouais. En fait, c'est un peu pareil quand tu reviens à l'aéroport de Satolas. Hein, je suis désolé, je vais pas m'éterniser dessus, mais là, tu comprends vraiment le choc inverse. Je sais, je connais bien l'aéroport de Satolas. Voilà. Et quand tu reviens, tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette poubelle sans les poignées, quoi? Non, mais bref, l'arrivée de Parisiens, non, mais c'est une expérience, mais moi, je me mets à parler slovaque, je me mets à parler slovaque ou ce que tu veux, n'importe quoi, mais je suis pas français. Hein. Bref. Ouais, j'avais discuté avec une barman française, elle m'avait dit d'habitude je parle pas aux Français, ils me font chier en fait dans les bars. C'était très marrant. Mais est-ce que tu en as croisé des Français en Norvège lors de ton deuxième périple? Oui, j'ai entendu parler français, ouais. Ah, t'as juste entendu parler français de loin, t'as pas eu d'interaction, t'as pas discuté avec eux? Non, je n'ai pas cherché. J'ai pas eu du tout cette sensation. Souvent, quand les gens partent de France, la France leur manque, ils y pensent, et on dirait qu'ils l'ont quitté pour mieux y penser. Moi, non, ça sort de mon esprit, et du coup, j'ai entendu parler français, mais vraiment, je me suis dépêché d'aller faire autre chose, quoi. Et le fait de parler anglais, d'apprendre une autre langue et de se sentir bien, d'aimer découvrir une autre langue européenne est un avantage énorme, quoi. Énorme. Si vous avez des enfants, pour les initier, pour qu'ils puissent être dans ce bain. Mais les interactions que j'ai eues avec les Français, écoute, je n'en ai aucun souvenir. Ça m'a vraiment pas. Alors, c'était grâce à Touré, mais tes interactions avec les Norvégiens, en fait, comment ça se passait? Surtout quand tu disais que tu étais français, comment ça se passait? Bah pareil, tu vois, comme toi, j'ai pas trop d'accent en anglais. J'essaie de le faire disparaître. Et donc, voilà, moi, je m'attache à m'intéresser aux gens, alors les mettre. Leur poser des questions, tu vois, m'intéresser à eux, être souriant, être cordial. Donc voilà, je détesterais être perçu comme le français lambda qui fait ça. Et les interactions elles ont toujours été pour moi extrêmement agréables. Et ça a toujours été un plaisir de discuter. On discutait avec un monsieur là que Ibi connaissait. Bon, ça c'était pas loin de chez lui. Et tu vois, moi tout ce que j'aurais à dire, c'est qu'à chaque fois c'était extrêmement agréable, intéressant de découvrir la façon dont ils sont un petit peu timides, un petit peu distants, mais qui n'est pas une froideur pour moi. Cette distance est une pudeur, une politesse, et je me sens en phase avec ça, ça ne me heurte pas, et je n'ai pas envie de brusquer ce sens de la distance. Je n'ai pas envie de m'imposer, de me rapprocher de force. Au contraire, je trouve ça charmant et tu vois, un des trucs, par exemple, en Scandinavie, c'est qu'on ne regarde pas chez les gens. Il n'y a pas besoin de rideau, donc. Et évidemment, les Français seraient tentés de regarder, tu vois, pour dire, mais non. Simplement, il ne faut pas cette idée. Donc, il y a tout un tas de petits codes comme ça qu'il faut comprendre rapidement et pour rentrer dans le bain. Et tu peux vraiment savourer cette manière cette forme de politesse, de délicatesse, quoi, que j'aime beaucoup, moi, pour ma part. Donc, dans des interactions, écoute, je te dirais ça, quoi. Ça a été le plaisir de retrouver cette, je sais pas comment appeler ça, mais il y a une distance qui n'est pas de la froideur. Oui, il y a une forme de sérénité dans ce pays. Et oui. Un peu de pudeur ou quelque chose comme ça. Mais... Oui, exactement. Donc, faut départir de cette idée c'est pas possible d'avoir des amis. C'est simplement que les gens ne vont pas. Je pense qu'il y a un rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui n'est pas le même. Les gens ne vont pas te faire rentrer dans leur intérieur parce que c'est sans doute. Je pense que l'intérieur est dédié aux amis proches, aux amis d'enfance. Et voilà, il faut pas le prendre comme un rejet. Simplement, il y a l'espace extérieur et l'espace intérieur. Et tu vois, ce petit détail des rideaux signifie quelque chose. Quand on est à l'intérieur, on ne regarde pas. C'est comme, je sais pas, comme dans d'autres pays, je n'en sais rien. Tu vois, chaque pays a ses petits codes. Et je crois qu'il faut, il faut comprendre ça. Il faut avoir
le tact de comprendre cet aspect-là chez les Scandinaves et les Norvégiens notamment. Voilà, il y a une certaine distance à respecter. Il faut savoir se tenir à la juste distance pour apprécier le contact avec les Norvégiens. Et d'ailleurs, tu as passé une bonne partie du séjour seul ou tu étais souvent accompagné, que ce soit de Touré ou de Ubi? Ouais, c'était moitié-moitié. Ah bah oui, j'y suis allé avec le parrain de mon fils, le parrain de mon fils qui est un brave. Et donc on partage aussi un petit peu ce même Vous n'êtes pas point de vue. complètement tout seul. Je croyais que vraiment tu étais parti tout seul. Non, vous étiez deux. Ouais, j'étais tout seul en une bonne partie du trajet, mais j'étais Ok. accompagné de Touret et ensuite donc le parrain de mon fils m'a rejoint. Il est venu en avion pour les 3 derniers jours. Ok. Donc on a quand même passé un petit peu de temps ensemble, mais dans l'ensemble, j'ai pu passer un peu du temps seul. Et je vais te dire là, comment dire, moi la partie que j'ai le plus aimé finalement, c'était rouler en voiture en Norvège. Chose que je n'avais pas fait précédemment. Et là, tu découvres les choses à ton rythme avec une certaine autonomie. Bon, je me suis arrêté toutes les 30 minutes. Hein. C'est pas possible de faire autrement. Tu t'arrêtes toutes les 30 minutes. En fait, dire que la Norvège est belle, c'est une chose. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que tu as besoin de t'immerger dans certains tableaux particuliers. À certains endroits, la Norvège est saisissante et pas forcément majestueuse, mais il y a des endroits qui sont soit mignons, soit je ne sais pas, et qui sont captivants et tu as envie d'aller dans ce tableau, parce que c'est littéralement un tableau, quoi. Et tu as envie de rentrer dans ce tableau pour en faire partie, d'aller habiter dans certains lieux particuliers, enfin y être, je veux dire, habiter au sens de t'y trouver, quoi, pour faire partie du tableau pendant un instant, quoi. Et ça, c'est quand tu es seul en Norvège, c'est un truc que tu peux faire, c'est un luxe énorme, seul dans ta voiture, au prix où est l'essence, c'est vrai que tu ne vas pas le faire forcément tout le temps, mais si vous allez en Norvège et que vous avez la possibilité d'y être seul, d'avoir une bagnole, ça c'est vraiment un truc, on est obligé de s'arrêter à plein d'endroits, quoi, pour savourer d'une autre façon, mais c'est vraiment, Oui, parce c'est que vraiment quelque chose. en voiture, les distances comparées à la France, comment dire, pour une même distance, la route est un peu plus tortueuse et souvent, à distance équivalente, on se retrouve avec presque 2 fois plus de temps de trajet que si on avait été en France, où on a des routes bien droites, des autoroutes, etc. Mais par contre, le paysage fait que c'est complètement différent, quoi. C'est même si on fait 4 heures au lieu de 2 heures de route, on est diverti, on est nourri constamment de nouveaux tableaux et le trajet, du coup, n'est pas lourd du tout, parce qu'il n'y a aucune monotonie. Ouais, franchement, moi, tu vois, par exemple, quand je dois aller chez mes beaux-parents, c'est tout en ligne droite. C'est un trajet que je ne supporte pas, quoi, vraiment, et qui est... Pourtant, j'habite dans une très très belle région de France, mais en Norvège, le confirme, hein, il y a pas, c'est incroyable. Rouler en Norvège, c'est vraiment faire partie d'un tableau et c'est savoureux, vraiment. Le temps s'écoule d'une manière très différente. Bon, après, s'il y a une tempête de neige, tu le sens passer, mais ça, c'est autre chose. Ah oui, tu vois, j'avais vécu un peu comme ça aussi. C'est quand t'es pas habitué, c'est ultra violent, effectivement. Je vois ce que tu veux dire. On s'était donné quand même 1h30, hein, les amis, et on n'en est pas loin. Donc, j'aimerais savoir un peu, Tim, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que tu voudrais développer une partie avant qu'on propose aux auditeurs qui sont arrivés beaucoup plus nombreux, avant qu'on leur propose de venir poser des questions directement, est-ce que tu veux développer quelque chose en particulier, Tim? Non, bah écoute, là on arrive vers la fin, donc la partie question va sans doute permettre de dire des choses auxquelles je n'avais pas songé. Je vais peut-être simplement rajouter une dernière anecdote, mais qui était liée au voyage précédent. On avait rencontré des jeunes qui revenaient de plusieurs semaines au Svalbard. Donc le Svalbard, Ouais. c'est une île qui est autonome, mais qui appartient à la Norvège. Tout au long. Alors je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas Ça, c'est mon exactement rêve quel est de destination. C'est vraiment mon rêve de destination. Ouais, Tim. ouais, C'est pour ça que je voulais ouais. m'installer à Tromsø, moi, en fait. Ouais, C'est mais juste principalement pour ouais. ça. Et rien que le nom Svalbard et tout, il y a tout un imaginaire. La Spitsbergen. capitale ça s'appelle Longyearbyen et donc il y a comme ça quelque chose encore comme un cap ultime au-delà encore de la Norvège. Et voilà, si vous êtes attiré par des trucs un peu extrêmes comme ça,
Alors, le Ouais, t'es Svalbard, il obligé faut d'y aller avec préciser le ski. il faut avoir la licence de, je crois, il faut au moins savoir tenir un flingue ou un T'es fusil. obligé d'avoir un fusil, ouais. Tu peux pas Voilà, quitter obligé. Longyearbyen sans un fusil, c'est... Et ce qu'ils ont Voilà. expliqué, que de toute façon, si tu sors de la route, tu peux te faire attaquer par un ours. Ouais, c'est des ours blancs. Ouais. Et alors les mecs, ils nous disaient, on était là à nous dire qu'il y avait un gros problème d'ours blancs, qu'il n'y en avait plus sur Terre, machin et tout. Alors non, au Svalbard, c'est pas le cas. Hein. Les ours blancs te menacent, mais eux ne sont pas menacés. Et si tu n'oses pas tirer, ils te tuent, quoi. Donc, C'est les racailles. C'est les racailles. Après, tirer, ce que je veux dire, c'est que ce que j'en avais compris, c'est que bon, tirer, c'est vraiment l'ultime chose à faire, quoi. Quand tu déjà, c'est-à-dire que si tu te trouves à devoir tirer sur un ours blanc parce qu'il t'attaque et que tu survis à ça, tu resteras quand même dans la merde parce que tu as survécu. Parce que tu vas devoir expliquer pourquoi tu as tué un ours blanc, pourquoi il t'a attaqué, qu'est-ce que tu foutais là où tu étais, parce que tu n'étais pas censé te faire attaquer. En gros, le Svalbard, tu as vraiment. Voilà, la vie existe avec cette menace, et donc, normalement, tu n'es pas censé en croiser, sauf si tu vas hors du guide ou hors des sentiers battus. Il peut être judicieux de ne pas se coucher près d'une fenêtre aussi. Ah ouais? Ouais, je connais quelqu'un qui s'est réveillé avec une patte d'ours sur son lit, quoi. ouais. En espérant que c'était du bon côté du lit, la patte, comme ça il a pu l'esquiver. Mais... Incroyable. T'en as des ours vers chez toi, Ubi, ou pas? Non? Non. Il y en a un peu plus vers le centre de la Norvège et quand on se rapproche de la Suède, quoi. Mais chez moi, non. C'est quel genre d'ours d'ailleurs là-bas? On a plein de choses. On a des gloutons, des aigles, des faucons, tout un tas de bestioles. La faune est très riche, mais pas d'ours. Il y en avait il y a quelques années, mais il y en a plus. Et pour les loups, alors il faut savoir que il y a, je sais pas combien d'années, peut-être 100 ans, un truc comme ça. Ils ont fait un plan où ils se sont débarrassés des loups. Donc en fait, ils ont fait un génocide de loups en Norvège. C'est pas voyant, cool, superbe. Voilà. Bravo. Mais du coup, ils reviennent par la Suède maintenant. Et les gens stressent un petit peu parce que il y a un peu la vengeance alors. C'est commode de pouvoir mettre les moutons dans les estives sans avoir à stresser que le loup va débouler. Mais ouais. Ok, d'accord. Bon, alors, je vais annoncer maintenant que ceux qui veulent poser des questions peuvent demander. Hein, il suffit d'appuyer sur le bouton qui sert à parler en fait, et ça vous mettra comme quoi vous demandez à parler, puis vous pourrez prendre la parole. Voilà, je bafouille. En attendant que quelqu'un souhaite poser une question parmi les auditeurs, on peut continuer tranquillement à discuter de ce pays. Pays qu'on quitte à regret, enfin pour ma part en tout cas, c'est que chaque fois que je suis allé, j'ai laissé un petit bout de moi, là j'ai laissé un gros bout, mais donc on est parti pour y retourner cet été. Ouais. Et là, je pense que j'irai absolument visiter la ville de Ålesund. Je pense que c'est là où ils font la grande tour de feu là tous les étés, avec des palettes, 50 mètres de hauteur de palettes. Avant d'y mettre le feu, c'est une sorte de Burning Man, mais c'est un Burning Palette, quoi, en gros. Et je crois que c'est en juin, je sais pas si on pourra y assister, mais ce sont les jeunes de la ville qui font ça, quoi. C'est assez impressionnant, c'est vraiment une tour absolument immense. Pour le solstice, il y a plusieurs villes qui le font, d'ailleurs. Oui, c'est ce que m'avait dit Touret, ouais, effectivement. D'ailleurs, alors, les gamins, ils sont comment? Comment vous les trouvez? Est-ce que vous les trouvez des gamins un peu TikTok, c'est-à-dire qui vont avoir le nez collé sur leur téléphone? Ah oui, il y en a. Ouais, mais est-ce qu'ils sont polis? Est-ce que ça reste quand même... Comment vous trouvez comment est la jeunesse norvégienne? Tim, t'en as croisé des jeunes norvégiens. Donc. Oui, mais là, pour le coup, c'était l'élément manquant. Moi, j'ai pu discuter avec les enfants de Touret, qui en plus sont des. Je crois que ce sont des. Touret est venu d'ailleurs avec un de ses fils au camp Edelweiss de cette année. Ah, mais oui, mais bien sûr, c'est vrai. Le gamin qui était adorable et passionné d'électronique. Il était tout content d'avoir découvert c'est pas une Game Boy qu'il a. Si, il se trimballait avec une Game Boy de 92.
Ouais. Et il avait, je crois qu'il avait récupéré une Neo Geo ou un truc comme ça, et je lui avais trouvé un tournevis pour qu'il puisse voir l'intérieur. Et adorable ce gamin, adorable. Ouais, mais il est Asperger. Ah bah, Il est Asperger. j'aurais pu le deviner, hein, vu l'autisme qu'il avait par rapport à tout ça, au rétro gaming. Enfin, même pas le rétro gaming type YouTube, quoi. Lui, c'était vraiment, il était fasciné par cette électronique. Bah, en fait, au niveau de la jeunesse norvégienne, je pense que c'est un peuple qui a un QI élevé, un QI moyen assez élevé. Et écoute, ma foi, moi, ce que je crois, c'est que les Norvégiens ont une éducation qui leur interdit absolument de faire preuve d'une autorité digne de ce nom. Et donc, je crois qu'ils sont confrontés, mais je n'ai pas pu vraiment le voir, au problème de l'enfant roi. Donc, Quelle horreur. quand ils grondent leurs enfants, là, la douceur norvégienne peut-être se transforme en problème. Oui, d'ailleurs, c'est quel pays où la fessée sur les enfants était interdite? C'était vraiment. Norvège, Oui, je crois Danemark, que c'est ça. Suède, si tu veux avoir Ouais. des problèmes avec le barnevernet, tu as Mais mets une fessée. moi, j'ai des enfants, du coup, forcément, c'est un domaine que je connais assez bien, les petits Norvégiens, quoi. Et oui, donc, comme il dit, Tim, il y a ce petit problème de l'enfant roi avec la génération téléphone, TikTok, etc. Je pense que c'est partout en Europe qu'on a un problème avec les TikTok, etc., quoi. Ouais, mais moi je le vois à Bucarest, ils sont, mais même les vieux, hein, ils sont tout le temps. Alors, Est-ce qu'ils ont TikTok et des Instagram. téléphones, ceux qui ont 9, 10 ans? Est-ce que tu vois ça, toi? Ouais. Ouais, Oui, mais ouais, par le travail, je vois énormément d'enfants, donc ils en oui, ont. ils en Ils ont, se ouais. font des vidéos TikTok. Par contre, ça ne les Ouais. empêche pas. Après, je croise des enfants qui sont pas de la haute, mais ils sont déjà dans le milieu artistique et tout. Donc, ça reste quand même des enfants extrêmement bien éduqués, très agréables, adorables, qui parlent déjà facilement anglais, même jeunes. Mais je sais pas. Dans le métro, il y a vraiment ce côté. Alors, je le prends plus le métro maintenant à Bucarest, mais t'as TikTok avec les haut-parleurs et tout. Enfin, c'est Ah ouais. insupportable, ça. Et Mais là, par contre, ils sont pas. C'est pas un comportement de racaille, hein. Ils vont se pousser, ils vont être polis. Tu leur dis qu'ils font chier avec leur haut-parleur, ils vont couper, quoi. ouais, ben en Norvège, c'est un peu pareil, hein. Ils sont assez bien éduqués malgré ça. C'est juste que on voit cette culture se développer qui me semble être assez déplorable par bien des aspects. Mais outre cela, le système éducatif en Norvège maintenant est excellent. Là, je vois mes enfants, ils apprennent à chercher X, l'inconnu, alors qu'ils ont 9 ans, 10 ans. Mhm. Moi, je me rappelle pas l'avoir fait à cet âge-là, beaucoup plus tard. Il y a les scouts, il y a plusieurs types de scouts, c'est omniprésent, ça fait partie vraiment de la culture, ça les Bien amène ça. à se mettre en avant, à parler, s'exprimer devant des gens, faire du théâtre, se responsabiliser en ayant des tâches à faire et des exposés, alors que ce sont des choses, ce n'est même pas scolaire, c'est à côté. Mais tout ça forme les, C'est marrant. les trois quarts de la population, quoi, les trois quarts des enfants, et ça fait des enfants qui sont assez dégourdis, qui n'ont pas peur de s'exprimer, ils ont une bonne confiance en eux. Ouais. Mais ça me fait penser un peu, pour revenir, moi je reviens à mon la seule comparaison que j'ai, donc l'Islande. Je voyais des gamins dans la rue qui avaient des chasubles jaunes fluo. Et puis je demandais à ma meuf, je lui fais, mais c'est quoi ce truc? Et elle m'explique qu'en fait, à l'école, t'as un moment où les jeunes, alors je sais pas si c'est les turbulents ou pas, hein, mais les gamins, on les fait nettoyer les trottoirs dans la rue. Et quand on voit ces gamins avec les chasubles jaunes, en fait, c'est ceux qui nettoient les trottoirs. J'en ai même vu certains par groupe qui refaisaient les plantes dans les parcs, tu sais, voilà, qui replantaient les fleurs ou des choses comme ça. Enfin, c'était c'est Mal, assez ça. surprenant. Ouais, il y a ce passage forcé où tu fais les travaux forcés, quoi.
pour faire dans la redondance, ouais, tu as ce passage obligatoire des travaux forcés, voilà, pour dire plus clairement. C'était assez surprenant et elle m'expliquait que vraiment, voilà, à l'école, tu as ce moment où bah, tu as un après-midi où tout le monde sort, on met les chasubles et puis et voilà. Bah, il y avait une église qui avait cramé comme ça. Alors une église, vraiment une toute petite église minuscule. Vous savez, vous avez déjà vu les photos, vous savez, ces espèces de petites maisons qui sont en fait des églises. Il y en a une, il y avait 3 jeunes qui en avaient cramé une. Alors, on ne sait pas trop comment dire, pour quelle raison ils avaient fait ça, la motivation, mais ils ont été chopés et ils ont dû la reconstruire. Alors, voilà. Juste de les calmer, ouais. pour rebondir sur l'attitude des jeunes, moi ce que j'en ai vu sans être dans le milieu ni scolaire ni rien, de l'extérieur pour ainsi dire, c'est une grande différence d'attitude au niveau des adolescents qui n'ont pas du tout cette hostilité qu'on retrouve en France, où par exemple vous pourrez voir en France les adolescents sont à peu près incapables d'avoir des relations adaptées avec un enfant en bas âge. Les adolescents sont très très hostiles entre eux, envers les adultes, mais aussi envers le monde des enfants, c'est-à-dire ils ne savent pas se comporter, ils ne savent pas comment... alors que j'ai pas du tout ressenti ça en Norvège. Les enfants comme les ados ne portent pas en eux cette hostilité, ce regard un petit peu noir ou vide. Oui, mais la violence en France... je te coupe, mais la violence en France, elle a été mitridatisée, c'est-à-dire que progressivement, on a injecté de la violence comme une norme. Et les adolescents, aujourd'hui, ont appris que cette violence, cette agressivité, c'est tout à fait normal. La société, elle est comme ça. Alors, on donne des excuses, le capitalisme, le réchauffement climatique et tout ça. Mais on ne retrouve pas, effectivement, cette violence dans le Nord. On ne retrouve pas l'agressivité, plutôt que la violence, j'ai envie de dire agressivité. C'est-à-dire des gens avec qui tu vas avoir un rapport conflictuel. Forcément... quand tu vas dire bonjour, derrière, il va y avoir un rapport de force qui se met en place. Il y a pas, moi, j'avais jamais senti ça dans le Nord. Ouais, c'est ça. Il y a pas ni envers soi-même, ni envers les autres. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bienfaisant, parce que les ados sont capables de te sourire comme les adultes. Quand tu es dans un lieu comme, par exemple, un ferry, quand tu dois traverser un bras pas de mer, mais enfin d'eau, un fjord. Donc on est tous là à attendre. C'est un moment qui est rendu convivial en fait par pas seulement la bonhomie, mais la nature même des gens. Et on peut croiser un regard, le regard d'une jeune femme ou de quelqu'un, lui sourire. C'est naturel. Le sourire est renvoyé, l'ambiance est détendue et c'est valable aussi chez les jeunes. Donc c'est assez pas déconcertant, mais ça tranche apaisant et agréable aussi. Qui commencent à travailler assez tôt, souvent vers 16 ans, pour se payer les études. Okay. Ouais. Que dans les que dans. Ouais, c'est un pays de gens débrouillards, ouais. Ouais, c'est pas des assistés. On m'avait expliqué, ils sont aussi très orientés sur l'expérience plus que sur le CV. Oui, à Tromsø, dans un pays le mec, libéral, mais le mec m'avait dit non, mais de toute façon, tu vas arriver avec ton CV, tu vas dire tu as fait ça, ils s'en foutent, ils veulent voir. En fait, ils vont t'observer pendant 1 semaine ou 2, tu vois, et puis après, ils vont dire non, mais allez, dégage. Il y a une période d'essai. Ouais. C'est pas pareil en France, vraiment, voilà, tu vas passer l'entretien, tu vas montrer patte blanche. Il va falloir que tu montres le scan de tes diplômes, des choses comme ça. On m'a dit que c'est plus empirique, c'est plus voilà. C'est pas une société de caste en fait. Tu peux, si tu as du talent, tu sens qu'il y a ce bon côté du monde anglo-saxon américain où ton talent est vraiment ton ascenseur. C'est vraiment ton carburant et ton moteur. Donc c'est ce qui m'a permis de progresser en Norvège. Hein, Ouais, vraiment. Et puis il y a ce facilitateur incroyable quoi, qui est la confiance. Ça c'est fantastique quand tu l'as goûté une fois, mais t'as plus jamais envie de le perdre quoi. T'as plus jamais envie de le perdre. C'est fou. Genre tu as. Moi je me rappelle un truc, petite anecdote comme ça. Retour il y a 10 ans à Oslo, on va à l'hôpital parce que ma copine avait mal au ventre. On ressort de l'hôpital après une consultation. Et là on demande dans l'hôpital, on dit mais où est-ce qu'on règle, où est-ce qu'on paye? Alors là on a galéré pour trouver quelqu'un qui était au courant. Alors, il y a quelqu'un qui finit par nous dire, c'est juste là, à l'entrée. Alors, on regarde, on voit le sas de l'entrée, mais on dit, mais comment ça, à l'entrée? On voyait aucun guichet, rien, absolument rien. Il me dit, attends, on va pas se barrer comme ça, quoi. Donc, moi, je finis par, après avoir fait plein d'allers-retours pour trouver, redemander, je finis par rentrer dans ce fameux sas. Donc,
pour pas que l'air froid rentre dans le bâtiment. Et là, en fait, on parle de l'hôpital d'Oslo. Hein. Ouais. Là, tu as une urne, tu as un tronc dans lequel tu mets tes sous. T'as un tronc, quoi. C'est juste une boîte. Avec la sculpture d'un gobelin qui te surveille en disant attention. Ouais, non, mais tu te rends compte de ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un guichet, c'est une boîte. Et tu mets tes sous dedans. On te dit, vous devez tant et tu payes. Enfin, il faut prendre conscience de ce que ça représente. C'est omniprésent. Tu rentres dans un parc naturel, il n'y a personne. À l'endroit de la barrière symbolise l'entrée dans le parc, mais juste à côté, il n'y a pas de barricade. Et donc, à nouveau, il y a une boîte en bois au milieu de nulle part où tu mets tes sous. Et tu sais que ça en Roumanie. Alors ça, voilà. Ça, comme je suis propriétaire terrien, c'est parce qu'en fait, souvent il y a des petits guichets comme ça qui sont juste dans un coin le long de la route. C'est pour que les gens paient le droit de passage, afin que nous, du coup, c'est nous là, les propriétaires terriens, qui devons entretenir la route. Et ça coûte une fois. Et du coup, on a ça, quoi. Et effectivement, les 3/4 des gens paient. Il y en a quand même qui ne paient pas forcément. J'ai testé un truc assez incroyable. C'était cette semaine à Kaufland, à Bucarest. J'ai l'application sur mon téléphone, je scannais tous les produits. Et en fait, moi, je scannais les produits pour savoir combien ça allait me coûter et tout. Et en fait, après, tu arrives à la fin vers les caisses sans caissière. Tu valides ton montant, tu passes le code barre, tu payes. Et au revoir, en fait. Tu n'as même pas à repeser. Ils te font confiance sur les trucs que tu as pris. Oui. Tout ça. C'est des choses qu'on ne peut plus faire. J'en reviens, par exemple, une fois de plus, à mon maître étalon, moi, qui est l'Islande, où tu avais un supermarché, quand même, en plein milieu de Reykjavik, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais quand je dis supermarché, ce n'est pas une épicerie. On est sur un supermarché de la taille d'un casino plutôt grand. Et j'y suis allé une fois à 3 heures du matin. Il y avait 3 personnes. 2 personnes qui mettaient en rayon et le vigile qui était le caissier. C'est tout. Incroyable. C'est des choses qui sont impensables en France. Impensables. Désormais. Non, mais c'est. Mais c'est. En comparaison, c'est la guerre civile au quotidien, quoi. De toute façon, il y a de plus en plus de gens qui reviennent traumatisés de la France. on est bien d'accord là-dessus. Bien sûr, tout n'est pas noir, mais quand on va dans les villes principales, j'ai des collègues de travail qui me disent ouais, t'as vu, moi je voulais aller voir la Tour Eiffel, maintenant on peut pas s'approcher à moins de 100 mètres, tu vois. Et alors que je l'ai connu gamin, on pouvait passer librement sous la Tour Eiffel. Cet été, quand j'étais vers la mer Noire, je suis allé au Delphinarium. Et il y a un truc qui était marrant, c'est que tu avais un guichet à l'entrée, mais tu avais un portail qui était immense et large. Et tu avais les gens en fait qui n'avaient pas payé leur billet, qui passaient tranquillement au guichet et ensuite qui se mettaient dans la file d'attente. Et il n'y avait pas de... Enfin, c'était civilisé. Et ben, ce qu'on va faire, je vous propose, c'est le petit mot de la fin, la petite conclusion qui va bien. Alors... Qui de Ubi ou de Tim voudrait conclusionner en premier? Moi, je voulais déjà dire une chose, c'est qu'avec Ubi, on se parlait déjà depuis pas mal de temps en vidéo. Je ne sais plus combien ça faisait de temps, peut-être plus de 2 ans, j'ai l'impression, il me semble. Hein. Oh. Et donc, c'est toujours marrant de voir en vrai quelqu'un qu'on ne voyait qu'à l'écran, que la caméra écrase un petit peu le visage des gens. On ne voit pas non plus ce relief-là. Et du coup, tu te ressembles beaucoup, Ubi. Hein. Tu ressembles beaucoup à qu'on voit à l'écran. Mais c'est vraiment comment dire, quand un pays nous fait rêver vraiment, le fait d'aller sur place pour voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment cette démarche d'aller vérifier si notre rêve ressemble à ce qu'on avait rêvé. Moi, je l'ai fait avec les Marquises. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'y passé plusieurs mois, presque 1 an, et il y avait cette démarche-là. Là, avec la Norvège, c'était le cas aussi. Et du coup, Ubi m'avait fait voir un petit peu à quoi ressemblait l'environnement dans lequel il était. Et c'est vraiment très étrange de se retrouver dans un endroit que quelqu'un vous a montré, qui vous intrigue, évidemment, à condition qu'il y ait un enjeu, que ça pique votre curiosité. Et j'ai eu ce plaisir, donc le lieu dans lequel tu vis est vraiment particulier. Je pense que ça conditionne aussi la façon dont tu es, la façon dont tu vois la vie. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller voir, à découvrir un petit peu le décor de ton quotidien.
Alors, ça m'avait marqué parce que tu m'avais dit, quand j'étais dans cette petite boutique, là, tu m'as dit, bah là, tu es dans mon quotidien, là, tu vois ce que je vois tous les jours, t'es dans... Et du coup, comme j'ai une mémoire assez photographique, j'ai bien gardé l'empreinte visuelle de tous ces endroits. Et bon, vraiment, c'est des lieux où, donc, si vous êtes sensible à tout ce qu'on a dit, que ça vous a donné envie d'y aller, mettez de côté, faites-le une fois dans votre vie. C'est un lieu qui se mérite, mais c'est un paradis. S'il faut mettre un mot sur ces endroits, il faudrait mélange entre un rêve, un paradis et puis un tableau. Voilà. Et c'est bien joli, tout ça, ça fait plaisir. Ça donne envie pour ceux qui n'ont pas fait les pays du Nord. On invite fortement à le faire parce qu'on découvre un autre monde, voilà, une autre façon de voir le monde, une autre façon de vivre. Merci à toi, Tim, de nous avoir partagé une partie de tes pérégrinations Bah, dans c'est moi les qui vous terres remercie. scandinaves de Norvège. J'ai essayé de restituer, mais bon, c'est un peu en dessous de. Oui, on a quand même fait un petit détour avec le Danemark, mais ça reste. Ça valait la peine. Oui, ça valait la peine. Ubi, est-ce que tu as un dernier mot ou pas? C'est pas Euh, mal. non, mais je crois que le terme paradis, c'est celui que j'utiliserai aussi. Enfin, mon quotidien est tellement agréable. La nature est abondante, la faune, la flore. Franchement, on est bien. Voilà. Que dire de plus? Peut-être que la section est norvégienne des Braves est relativement petite, mais elle s'agrandit pas mal puisqu'on a 2 familles qui viennent nous rejoindre l'an prochain. Super. Ouais, voilà. Et Ouais, alors, toi, en plus, tu t'occupes vraiment de la section Norvège, mais il n'y a pas de section Suède ou Finlande à proprement parler. Donc, toi, tu es vraiment plutôt Ouais, je couvre un petit peu responsable de la du section coup la Finlande. Scandinavie. On Voilà. a dans notre groupe, on a quelqu'un qui est en Suède justement. Oui, oui, oui. J'avais été en contact avec lui à une époque. Mm. Très bien. Donc, on peut prendre contact avec toi pour se renseigner un peu plus. Si Absolument, on souhaite venir, ne serait-ce qu'en vacances en Norvège. absolument. Donc, je rappelle que Tim Vorg, toi, tu es l'auteur du livre Légitime Préférence que tu as présenté en début d'émission. Mhm. On peut te retrouver de manière très régulière sur ton canal @Légitime Préférence, le canal Telegram. Et J'ai sur mis le X lien dans les aussi. commentaires. Et sur X, d'accord. Et sur X, quel est ton... Bah, toujours la même chose, mais étendre un petit peu la Non, mais je veux dire surface. ton alias pour te Ah, retrouver sur X. voilà, bonne question. La bonne question. Bravo. Bon, bah, Je vais mettre ça. tu repostes tes posts de X sur le canal Légitime Préférence. Donc, on Ouais, invite les gens oui. à aller sur Légitime Préférence et à s'abonner à Légitime Préférence sur Telegram. Et vous saurez comment rejoindre le canal de Tim sur X. Bravo à Ouais, toi. c'est plus simple plutôt que. Et puis, bon, alors, en plus, ton livre existe en format numérique, en format papier aussi, je crois, et en format audio. Oui, 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 bien sûr. Allez, 3 formats, mais le format audio arrive bientôt. Enfin, il va être à nouveau réédité en anglais, puisqu'il y avait Jeff Costello qui en avait fait une critique qui m'a inspiré de faire des changements. J'ai également, bon, il y aura une petite surprise, j'en parlerai bientôt, mais dans la version augmentée, il y aura un truc assez piquant et assez fun. Voilà, j'en reparlerai prochainement. Oui, c'est vrai. On rappelle que tu es en train de préparer la version augmentée de Légitime Oui. Préférence, une version 2.0. Les seules informations que j'ai trouvées sur Legatum Publishing, c'est justement un compte X, donc je me permets de le poster. Et la Ça, si préface. Et oui, la préface de Jared Taylor. préface de Jared Taylor, effectivement. J'avais omis de le dire. Donc, on Voilà, c'est invite les gens à s'orienter, à déjà, on va dire, prendre la température sur le compte Telegram. Ubi, donc toi tu es responsable des Braves Norvège. Il faut prendre contact avec toi pour éventuellement rejoindre le canal, parce que ça reste quand même un canal privé, on est entre nous. En plus, Mhm. j'y suis encore, mais bien que je ne suis toujours pas dans un pays nordique. Tu es intéressé par les pays nordiques. Oh, bah, au-delà d'intérêt, c'est Tu une as toute ta finalité en place moi. parmi nous. Et je t'en remercie. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission, qui ont été là depuis le début, et puis ceux qui nous ont rejoints progressivement. Merci aux auditeurs. Je rappelle aussi la cagnotte qui est en ligne pour ton enfant et puis pour les petits soucis financiers que tu as, Ubi. Merci. Donc tout ça, je l'ai mis dans le lien qui est dans la section commentaires sous le post annonçant l'émission. Si voilà, vous pouvez
donner, ça fera toujours plaisir pour Mini Ubi, le numéro 4, puisque tu es papa d'un 4e enfant. Et puis moi, de mon côté, je vais quand même faire mon autopromotion en disant qu'on peut me retrouver dans les émissions du Comptoir, qui sont sur la chaîne YouTube des Braves, @les Braves, tout attaché au pluriel, LESBRAVES, les émissions du Comptoir, mais aussi La Terrasse. Donc le Comptoir, c'est une émission, on a 3 intervenants à chaque fois qui viennent parler d'un sujet, on va dire, on a scientifique ou pop culture, des choses comme ça. On essaye d'aborder ça de façon très détendue. Et des fois, quand on a envie d'aborder un sujet plus en profondeur, mais toujours dans une ambiance bon enfant, on ne fait pas un comptoir, on fait une terrasse, qui sont des lives des lives publics d'ailleurs, qui sont sur le groupe des Braves, mais publics. Voilà. Et puis, si vous aimez ce que l'on fait, vous pouvez nous faire un don sur www.lesbraves.org/soutien. Voilà, je vous remercie les amis de votre présence. Je remercie les auditeurs aussi de leur présence. Si certains veulent continuer à discuter de la Norvège, ils peuvent le faire en lançant une petite taverne sur le groupe des Braves vérifiés. Et puis voilà. Donc un dernier mot les amis. Oui, si vous n'avez pas repris votre abonnement Brave, faites-le. Voilà, pensez à renouveler votre abonnement Brave. Et puis bonjour, salutations aux nouveaux venus aussi. Ubi, un mot pour le mot de la fin. Merci, bonne soirée. Et avec l'accent, ça fait toujours plaisir. C'est ce qui fait la différence. En norvégien, tu peux le dire en norvégien. Ah tiens, vas-y, dis-nous ça en norvégien. Merci, bonne soirée. Tack for ikväll. Allez, bra. Tack best. Bon, allez, merci à tous. Bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, bra. Et c'est la fin de cet épisode. Pour plus de podcasts et d'autres émissions, vous pouvez vous rendre sur le site www.lesbraves.org. À bientôt.